Bonsoir tout le monde. Donc on va commencer la table ronde avec notre super crew. Donc le thème de la table, c'est face à la radicalisation de l'État, comment la société civile s'organise. Donc effectivement, face au changement de gouvernement régulier, à l'instabilité politique, à la montée en puissance de l'extrême droite, avec des thèses reprises par les gouvernements actuels sur des questions d'islamophobie, sur le génocide en Palestine, on a essayé de réunir un plateau qui va pouvoir débattre de ce sujet. C'est vrai que c'est une situation en France, mais c'est une situation à travers le monde, en Europe. Et la question sera de voir comment et pourquoi les classes dirigeantes se radicalisent, soutiennent des dirigeants qui sont xénophobes, racistes et ultra-violents, et comment, en tant que citoyens, que société civile, on peut encore réussir à défendre nos droits et en acquérir de nouveaux. Donc on va commencer avec Inès. Donc Inès qui est... on est très très content d'avoir Inès. Elle va vous raconter, mais il y a eu une très grande victoire en août. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est Anticorps et comment vous avez lutté face à une injustice de l'État? Bonjour. Là, je suis bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, Anticorps, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. C'est une association citoyenne qui a 10 000 adhérents, qui bénéficie d'aucune subvention et qui, en fait, s'attache à aller chercher des défaillances dans l'exercice du pouvoir en saisissant le parquet lorsqu'elle est alertée d'atteintes à la probité qui peuvent avoir été commises. Donc, en fait, Anticorps est une association qui utilise l'arme du droit pour lutter contre la corruption. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'arme du droit? Ça veut dire que nous, on considère qu'on peut encore saisir la justice pour l'alerter de faits d'atteinte à la probité et on attend de la justice qu'elle réponde. Anticorps reçoit tous les jours plusieurs alertes, des dizaines en fait d'alertes qui concernent ces atteintes à la probité-là. On les analyse et on saisit le procureur de la République. Et là où je pense que vous voulez en venir, c'est qu'Anticorps dispose en ce moment d'un agrément anticorruption. Et l'agrément anticorruption, c'est quelque chose qui permet de saisir un juge d'instruction indépendant. Mais pour comprendre ce qu'est l'agrément anticorruption, il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre déjà qu'en France, le parquet n'est pas indépendant du ministère de la Justice, c'est-à-dire que les procureurs de la République sont d'une certaine manière liés, en particulier pour un certain nombre de questions, notamment d'avancement de carrière, au ministère de la Justice, et parfois ils peuvent se trouver un petit peu inhibés lorsqu'on est face à des infractions à la probité qui concernent, vous l'imaginez bien, l'exercice du pouvoir parfois au plus haut niveau. Et pour contourner d'éventuels blocages, parce que très souvent il n'y a pas de blocage, et nous ce qu'on fait c'est qu'on saisit directement des procureurs et que ça fonctionne plutôt bien lorsqu'on considère qu'il y a des infractions, mais pour contourner d'éventuels blocages, il y a une possibilité qui est de saisir un juge d'instruction en se constituant partie civile. Mais tout le monde ne peut pas saisir un juge d'instruction indépendant, et c'est là qu'il y a un problème en France. En tout cas, nous, on considère qu'il y a un problème parce que les infractions à la probité, donc la corruption, le détournement de fonds publics, elles concernent les deniers publics et elles préjudicient à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. En premier lieu desquels les citoyens et les citoyennes les plus pauvres. Sauf que la procédure pénale considère que les citoyens ne sont pas victimes de la corruption. Donc s'il y a un blocage du parquet, n'importe quel citoyen n'a pas la possibilité d'aller saisir un juge d'instruction indépendant. Et c'est pour ça que en fait, la loi a accordé à Anticorps ce sésame en lui permettant d'aller directement saisir un juge, comme c'était le cas
pour d'autres associations. Et le dernier blocage, qui fait la raison pour laquelle Sésame existe, c'est que, comme je vous le disais, les parquetiers peuvent être amenés à être un peu frileux dans les affaires d'infraction à la probité, et en fait, ils bénéficient de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que si vous êtes un citoyen, que vous constatez que dans votre commune, il y a par exemple un détournement de fonds publics, en tant que contribuable, vous pouvez vous dire je suis victime, mais vous n'avez pas la possibilité en fait de contourner ce blocage du parquet, alors même qu'une association va l'avoir. Donc ça, c'est pas forcément une situation qui est idéale, hein, c'est un peu en quelque sorte une sorte de pansement sur une jambe de bois, cet agrément, et ça l'est d'autant plus qu'en fait, et c'est là que c'est très étonnant, pour obtenir cet agrément anticorruption, il faut demander la permission à l'exécutif. C'est-à-dire que vous allez aller demander la permission au gouvernement de demander des comptes contre lui devant la justice. Bon. Et il y a 3 associations en France qui bénéficient de cet agrément, TIF, Sherpa et Anticor. Et Anticor, parmi ces 3 associations, était une association qui, quand je vous dis qu'elle utilise l'arme du droit, c'est-à-dire que nous, on est vraiment saisis de beaucoup de dossiers et on n'hésite pas, en fait, à saisir les procureurs. On n'hésite pas à tenter de contourner des blocages en saisissant des magistrats indépendants. Et on a beaucoup de dossiers. On en a plus de 160 au national et au niveau local, on en a plusieurs centaines encore. Et on n'a pas hésité non plus à utiliser cet agrément-là contre des personnes qui étaient très haut placées au sein de l'exécutif, Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti par exemple, pour ne pas les nommer. Sauf que quand on a cet agrément qu'on doit demander en fait tous les 3 ans, quand on l'a redemandé en 2021, on a vu une sorte de blocage et on nous a finalement accordé un agrément en toute fin, alors que le gouvernement était obligé, qui était très mal rédigé. Là, c'est très juridique ce que je vous raconte, mais en fait, cet agrément mal rédigé a fait que des personnes ont pu nous attaquer par la suite en 2023 pour faire annuler notre agrément. Et ça, en fait, je vous dis, voilà, notre agrément a été annulé, ça paraît un petit peu abstrait, mais l'annulation de cet agrément, ça a fait que nous, on a eu énormément de blocages dans des dossiers dans lesquels on était les seules parties civiles, et c'est-à-dire dans les dossiers dans lesquels on était les seules personnes à tenter de faire avancer des procédures. Donc on peut imaginer en fait devant des juridictions, enfin, en fait ça a été énormément de blocages, et donc pendant 1 an on n'a plus d'agrément. On a utilisé encore une fois l'arme du droit en attaquant à de très nombreuses reprises les décisions, en allant devant la cour d'appel, devant le Conseil d'État. Et puis, on a redemandé de nouvelles demandes d'agrément. Le gouvernement ne nous a simplement pas répondu. En fait, ils nous ont en quelque sorte laissé en vue, en s'abstenant complètement de nous répondre. On a attaqué à nouveau le gouvernement en justice pour le forcer à nous répondre. On a obtenu une décision d'astreinte de 1 000 € par jour de retard. Et puis, finalement, on a obtenu un nouvel agrément en toute fin de course, alors que le gouvernement était condamné à nous le délivrer. Et puis, pour des raisons, voilà, c'était en septembre 2024, et pour des raisons qu'on ignore. Mais il y a un énorme arbitraire au niveau du gouvernement dans le fait d'accorder ou de ne pas accorder cet agrément. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a attaqué la décision, l'arrêté qui nous avait permis d'annuler l'agrément, qui avait permis à l'agrément d'être annulé. C'est-à-dire qu'on a attaqué le gouvernement en responsabilité en raison de l'arrêté de 2021 qui avait été mal rédigé. Et à cet égard, on a obtenu gain de cause. C'est-à-dire que le gouvernement était tenu pour responsable, en quelque sorte, devant le tribunal administratif. Donc ça, c'était vraiment une très belle victoire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette victoire-là, elle nous a beaucoup coûté à nous, les citoyens et les citoyennes, et notre association qui est en fait pas très grosse, on a seulement 7 salariés, puis 10 000 adhérents, des professionnels du droit, etc. Mais voilà, tout ça repose sur l'engagement des personnes. Mais moi, je considère vraiment que c'était une procédure bâillon, parce que pendant qu'on a fait toutes ces procédures pour essayer de récupérer l'agrément, pendant qu'on a qu'on a finalement demandé à l'État de rendre des comptes et d'être condamné, parce qu'il avait mal rédigé notre agrément, ce qu'on ne faisait pas, c'est ce pourquoi
précisément, ont bénéficié de cet agrément. Ce qu'on ne faisait pas, c'est lutter contre la corruption. Et pendant ce temps, en fait, la corruption, elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est ça qui est assez impressionnant quand on regarde les chiffres de l'Agence française anticorruption, qui sont des chiffres en fait de Bercy, qui sont des chiffres officiels. Les atteintes à la probité, elles ont augmenté en 2023 de 8%, en 2024 encore de 8%, et entre 2016 et 2024, elles ont augmenté de plus de 51%. La corruption même, c'est-à-dire l'infraction de corruption, elle a même doublé entre 2016 et 2024. Donc nous, on considère qu'on a été victime d'une procédure bâillon, mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à être hyper motivés pour utiliser l'arme du droit, maintenant qu'on a récupéré cet agrément, pour nous lancer dans plein de nouveaux dossiers. Merci Inès. Mathilde, sur un sujet qui est face à la radicalisation de l'État, je crois que tu vas avoir beaucoup de choses à nous raconter en tant que présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée. Mais j'aimerais commencer par te demander ce que représente le fait d'avoir été à la suite d'un communiqué que vous avez fait le 7 octobre, poursuivi en tant que figure politique pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'on a franchi et ce que ça implique pour la suite? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, un immense merci pour l'invitation parce que je crois que c'est des thèmes très importants dont il faut qu'on discute sur la manière aussi dont on s'organise. Et des apologies du terrorisme, il en a plus sur des centaines de militants. Il y a Anas Kazib aussi qui a une procédure juste à côté. Mais des centaines de militants, y compris... Pardon, c'est un aussi qu'on a. Des centaines de militants, y compris dont certains dont on ne parle absolument pas. Mais il est évident que ce qui s'est passé sur la Palestine depuis quasiment 2 ans du génocide est un franchissement de seuil qui a tout à voir évidemment avec le racisme, c'est-à-dire que l'idée que les vies palestiniennes vaudraient moins que des vies israéliennes ou que d'autres vies, tout à voir avec la volonté de nier le génocide et d'avoir une politique de complicité de la France notamment, mais de beaucoup de puissances qu'on appelle l'Occident vis-à-vis du génocide en cours en Palestine. Mais ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la question de la démocratie. Il y a un historien israélien qui dit « Si vous croyez que ça n'a que à voir avec la Palestine, vous êtes naïf. » Parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à faire dire autre chose ou à faire taire des voix pour la paix et pour le droit international sur la question de la Palestine, pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas sur d'autres sujets? Donc c'est la question des droits fondamentaux qui sont posés derrière. Il y a encore cette semaine l'Union juive pour la paix qui, elle, a été perquisitionnée sur la base de 2 communiqués, là aussi pour apologie du terrorisme, sur la base de 2 communiqués à la suite du 7 octobre. Et vous pouvez continuer le fil de ce qui s'est passé sur la Palestine. Vous avez Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis juste pour un tract sur la Palestine. Vous avez la France, qui était quand même le seul pays en Europe où pendant des semaines, il y a eu une interdiction de manifester. Vous avez des étudiants et étudiantes qui ont été expulsés de leurs études juste pour avoir manifesté leur soutien avec le peuple palestinien et leur horreur de voir le droit international qu'on leur apprend dans les différents cours. Et ensuite, l'inaction et la complicité totale des puissants vis-à-vis de ce génocide. Et même une loi, y compris une loi qui a été votée à l'Assemblée, qui est celle qui vise encore plus à criminaliser et donc à exclure d'autres étudiants à l'avenir sur la Palestine et d'ailleurs sur d'autres sujets. Donc vraiment, vous avez un continuum, plus la tentative évidemment de dissoudre Urgence Palestine. Donc ça veut dire beaucoup de choses de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme le président le plus autoritaire de la Ve République. Si vous reprenez les différents épisodes qu'il y a eu sous ces 2 mandats depuis 8 ans, vous avez eu les Gilets jaunes, où la seule réponse aux revendications du peuple a été d'éborgner 32 personnes, 5 mains arrachées, plusieurs morts, dont on se rappelle Zineb Redouane, qui a été tué lors de ces mobilisations des Gilets jaunes. Vous avez eu ensuite
Sainte-Soline, rappelez-vous Sainte-Soline, où il y avait 4000 grenades qui ont été utilisées, une par seconde, avec notamment des secours qui ont été empêchés d'arriver par la gendarmerie alors qu'il y avait 2 blessés extrêmement graves. Vous avez Bure, qui est, là je reviens un peu en avant, mais qui a été un laboratoire de répression extrême. Ils ont quand même fait une association de malfaiteurs contre les militants qui luttaient contre l'enfouissement des déchets nucléaires pour 100 000 ans. Donc une association de malfaiteurs, des interdictions de territoire. Ils ont intercepté 85 000 discussions, c'est-à-dire l'équivalent de 16 années d'écoute cumulées, plus des balises sous des véhicules, des moyens antiterroristes. Et cette association de malfaiteurs est tombée après 4 ans de procédure. Donc c'est la même chose qui était dite tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie qui est prise aux militants de manière très forte. Et puis il n'y a qu'à voir cette semaine. La Macronie ne tient plus que par la répression, puisqu'il n'y a plus aucune adhésion à son projet politique, qu'il perd toutes les élections les unes après les autres, et donc qu'il se maintienne au pouvoir coûte que coûte. Vous avez cette semaine un exemple frappant de ce qui s'est passé sur le mouvement du 10 septembre, où pour le mouvement du 10 septembre, vous aviez un effectif de police et de gendarmes sur 3 qui étaient mobilisés dans ce pays. Ce qui est juste énormissime, avec des scènes où ils foutent eux-mêmes le feu à une façade d'un immeuble, des gamins devant une école maternelle qui sont gazés avec des gaz lacrymaux, enfin des choses qui montrent le désordre de ce qu'ils sont en train de créer. Donc en fait, ils ne tiennent plus que par la répression, et c'est pour ça qu'il y a une impunité policière qui est maintenue dans ce pays. C'est pour ça qu'ils acceptent sans broncher que des policiers disent, lors des révoltes contre le meurtre de Naël, qu'ils font la guerre, je cite les communiqués d'un syndicat de police, la guerre contre des nuisibles, et c'est pour ça qu'ils acceptent, par exemple, les centaines d'arrêts maladie sur les policiers qui protestent contre le fait que le policier qui a défoncé le crâne d'Eddy se mette en arrêt maladie parce que leur collègue est en détention provisoire. Donc ils ont besoin de l'instrumentalisation de la police pour maintenir leur pouvoir. C'est la situation dans laquelle on est, malgré les multiples condamnations qu'il y a eu à l'international. Et donc il y a un enjeu démocratique extrêmement fort, et c'est pourquoi je vais peut-être terminer par ça, mais nous on dit que l'enjeu de ce qui est en train de se passer, ils viennent de nommer Le Cornu, le seul homme en France qui a été ministre de Macron depuis 2017, celui qui... Alors on parle de répression, parce que si on parle de répression, je veux quand même dire un tout petit mot sur les Outre-mer qui, eux, subissent une répression néocoloniale encore plus particulière. Je rappelle que les Guadeloupéens, quand ils demandaient de l'eau, de l'accès à la santé, ils ont eu le GIGN et le RAID qui a été envoyé par ce même homme qui était ministre des Outre-mer. Ce qui se passe en Kanaki, dans lequel il y a eu 15 morts par le passage en force, notamment sur le dégel du corps électoral. Donc eux, ils vivent encore une répression plus forte. Et donc le nœud de ce problème-là, c'est de faire partir un président de la République, mais pas seulement un président de la République. Il y a un enjeu avec une 5e République de savoir pourquoi un homme seul peut décider contre tout un peuple, ce qu'on l'a bien vu pendant la réforme de la retraite. Et si par exemple il y avait aujourd'hui un référendum révocatoire, Macron serait dégagé depuis longtemps. Et donc la question, c'est quelles règles on se donne en commun? Comment est-ce qu'on abroge la loi Cazeneuve? Il n'y a aucune fatalité dans ce qu'on vit. Il n'y a aucune fatalité à ce que la France soit championne d'Europe sur le nombre de morts pour soi-disant refus d'obtempérer, soit championne d'Europe sur le nombre de morts par tir policier. Et donc, il est possible de mettre fin à cette impunité, mais à ce moment-là, il faut réorganiser et choisir nos règles communes, notamment avec la Constituante. Merci Mathilde. Vincent, en tant qu'avocat qui a travaillé sur beaucoup d'affaires d'envergure internationale, comme récemment l'affaire libyenne, où d'ailleurs le délibéré, il me semble que c'est le 25 septembre. Peux-tu nous parler de ce que ça te fait, de comment, à ta manière aussi, tu milites quand tu entends parler d'apologie du terrorisme, et comment tu soutiens à ta manière et par le droit certains politiques dans ce combat illégitime? Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous de votre venue. Je suis extrêmement content de pouvoir m'exprimer devant vous et de vous faire part de mon expérience. Pour vous dire déjà un premier mot sur cette question de l'apologie du terrorisme, moi je me suis posé la question, avant de venir, d'une idée nouvelle que je pourrais apporter, parce qu'après tout, c'est le sens aussi de cette table ronde. Et je pense qu'on connaissait le droit de l'antiterrorisme, et depuis 5-10 ans, on est face à un droit de l'anti-militantisme.
c'est une nouvelle catégorie de droit qui est en train d'apparaître, qui est cette catégorie de l'antimilitantisme qu'on avait déjà vu à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, qu'on a encore vu à l'occasion des manifestations qui se sont déroulées le 10 septembre, avec des interpellations purement préventives et généralement avec une absence totale de réponse judiciaire. Sur le sujet de la table ronde, cet État qui se radicalise, je pense qu'il y a une double radicalisation. Il y a à la fois une radicalisation idéologique et une radicalisation par les moyens. Pour répondre à la question relative à Rima Hassan, je pense que, s'agissant de Rima Hassan, on est vraiment face à cette double radicalisation. On est vraiment face à cette double radicalisation parce que, déjà, le procureur de la République, la justice, a fait le choix de poursuivre certains et certaines expressions plutôt que d'autres, même dans les cas où, évidemment, il n'y a absolument pas matière à appliquer la loi pénale, et pour permettre une impunité totale pour d'autres expressions. Et c'est tout à fait significatif, parce que si ces derniers mois, on a eu vent de poursuites en raison de faits d'apologie du terrorisme pour des personnes qui s'étaient exprimées pour la Palestine, moi, je n'ai pas vu une seule poursuite, pour l'instant, contre une personne qui se serait exprimée contre le génocide, enfin pour le génocide, et une personne qui aurait dit son soutien à la politique de l'État d'Israël. Et c'est là, en fait, où vous avez une radicalité de vision, une radicalité idéologique, mais qui est en fait une partialité. Et une partialité dans les choix qui sont faits des poursuites, non seulement pour les poursuites et pour les dissolutions. Moi, je suis l'un des avocats du collectif Urgence Palestine, qui a fait l'objet de cette mesure de dissolution, qui pour l'instant n'a pas abouti, puisqu'elle n'est pas allée jusqu'à son terme, mais en fait, qui s'est retrouvée dans le viseur des autorités en raison des opinions, en raison du combat qu'elle porte pour la Palestine. Et donc, à la fois cette radicalité d'idées qui s'accompagne d'une absence de neutralité, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on voit mal en fait comment l'État peut être légitime à actionner des leviers qui sont répressifs à partir du moment où il ne fait pas preuve de neutralité sur ces sujets. Et puis, la violence également des moyens qui sont entrepris. Violence des moyens entrepris parce que vous avez une banalisation des mesures qui sont des mesures privatives de liberté. On a vu ça le 10 septembre avec les mesures de garde à vue, où finalement, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de manifester peut vous exposer à une mesure privative de liberté, et même dans des cas où il n'y a pas véritablement d'éléments probants pour penser que vous avez commis une infraction. Parce que ce qui constitue aujourd'hui la charnière de l'accusation dans ces dossiers, c'est en fait l'accusation de participation à une bande violente, qui était d'ailleurs une invention qui a vu le jour sous le régime de Nicolas Sarkozy, et qui est aujourd'hui utilisée notamment contre les militants pour dire en fait qu'on interpelle des personnes, qu'on place des personnes en garde à vue, parce qu'on pense qu'il y a des réunions en vue de commettre des atteintes aux biens ou aux personnes. Et le problème du « en vue d'eux », c'est qu'il englobe en fait une part de subjectivité et une part de discrétionnaire qui est considérable. Et en pratique, en fait, on a vu par exemple des personnes qui étaient interpellées parce qu'elles pouvaient par exemple avoir des masques de protection dans leurs affaires contre les gaz lacrymogènes, et que pour l'autorité, ça devait justifier une interpellation. Et pour reprendre sur le cas de Rima Hassan, je parlais de neutralité, je parlais d'évolution du droit, mais qu'il faut véritablement prendre en compte pour voir les risques aujourd'hui auxquels on est exposé, cette banalisation des mesures répressives et cette banalisation de la violence aussi de ce traitement judiciaire, avec pour Rima Hassan des auditions libres à répétition, le fait aujourd'hui d'être exposé à la possibilité d'avoir une réponse pénale, alors même qu'elle ne fait que s'exprimer face à un sujet qui est un intérêt qui répond à un intérêt majeur et à un intérêt public majeur, et avec en fait un renversement de valeur le plus complet. Un renversement de valeur le plus complet, et qu'on voit aussi à travers cette répression administrative de certains mouvements et un ensemble de mesures qui sont aujourd'hui prises. Pour terminer en tout cas le propos, moi ce qui aujourd'hui m'importe, c'est véritablement la capacité que nous pouvons avoir en tant que professionnels du droit à pouvoir faire en sorte que ces préoccupations, qui sont des préoccupations d'intérêt public, puissent avoir une résonance juridique. Comment fait-on aujourd'hui pour mettre en lumière cette répression d'État en le faisant avec des moyens juridiques? Comment on fait pour faire en sorte, par exemple, de mettre en lumière cette absence de neutralité de l'État sur la question palestinienne à travers une question juridique? Et par exemple,
parmi les solutions qui sont apportées, il y a 2 semaines, moi je porte un recours pour l'association Jurdi et nous avons engagé un recours en responsabilité contre la France pour ses manquements à prévenir le génocide à Gaza, alors même que la France est tenue par des engagements internationaux. Et si je suis là aussi aujourd'hui, c'est pour vous dire que il ne faut pas désespérer de la justice et il ne faut pas désespérer du droit. Moi, je pense que le droit et la justice restent des moyens qui peuvent être des moyens opérants. Je pense que ce sont des moyens qui peuvent rester efficaces, et ce, à l'international. Je veux dire, non seulement en France, et certains d'entre vous ont peut-être suivi l'actualité internationale, mais notamment au Brésil, avec la condamnation de Bolsonaro à plus de 20 ans d'emprisonnement, une sanction qu'on imaginait totalement inenvisageable, je pense, il y a une dizaine d'années. Et on a parlé aussi des affaires anticorruption. Les affaires anticorruption, c'est névralgique, parce que non seulement vous avez cette question de la partialité d'État, vous avez ces questions de la répression, et en plus, vous avez des responsables publics qui en profitent pour commettre des détournements de fonds publics assez considérables et jouir de l'impunité la plus totale. Donc je pense que le droit, l'institution judiciaire a encore un mot à dire, mais pour ça, il faut réussir à les secouer. Il faut réussir à les secouer, et il faut aussi porter ces combats par des arguments qui sont des arguments qui peuvent être techniques, par des arguments qui peuvent être juridiques, parce que c'est comme ça qu'on obtient les avancées les plus notables devant les juridictions. Merci beaucoup. Hamza, en tant que journaliste chez BLAS, donc média indépendant, tu as couvert récemment l'arrestation de ton collègue Yanis Mamdi, membre de la flottille de la Freedom Flotilla. Est-ce que tu peux nous dire comment, en tant que journaliste aujourd'hui, face à un paysage qui se radicalise aussi côté médias, avec une concentration, une hyper-concentration des médias, comment on arrive aujourd'hui à faire passer nos idées, et comment un média indépendant a peut-être plus de liberté pour exercer une parole libre? Alors, vous m'entendez tous? C'est bon? Alors, déjà, je voulais vous remercier, l'association Stop aux violences d'État, pour cette invitation. Moi, je suis désolé, je ne suis pas un coutumier des prises de parole publiques, donc j'ai pris quelques notes, et pour essayer de répondre à tes questions, déjà, je suis ravi de voir qu'on est tous là pour non pas que faire un constat justement de cette radicalisation de l'État, mais essayer de réfléchir ensemble à des solutions. Et donc, concernant le rôle des médias, donc c'est une des raisons déjà pour laquelle Blast a été créé, c'est-à-dire essayer de donner la parole à ceux qu'on ne voit pas, à ceux qu'on n'entend pas, et ceux sur qui justement repose ce regard un peu accusatoire de l'État et de ses relais. Et ensuite, donc, parmi ces solutions, moi, que je voulais apporter, c'est donc ces armes avec lesquelles on va faire face et résister. Je voulais vous conseiller, donc, bon, là c'est une minute pub, mais regardez Blast, hein, déjà, abonnez-vous. Et voilà, et vous allez avoir plein d'émissions qui vont traiter de ces questions-là, justement, de cette radicalisation de l'État. Vous allez voir les travaux notamment de Salomé Saké. Mais moi, c'est une émission en particulier que je souhaite vous conseiller, c'est Quatrième Pouvoir. Et il y a un épisode, surtout qu'il faut pas louper, c'est Ascension de l'extrême droite, les médias complices et coupables de ma consoeur Pauline Perreno, d'Acrimed. Et donc il va vous expliquer de manière historique et factuelle comment les médias mainstream, les dominants, ont permis à l'extrême droite justement de ne plus faire peur, en fait, et de permettre un discours raciste et islamophobe complètement décomplexé, sur le service public, et qui de fait se propage dans la société civile, quoi. On peut le voir notamment à travers les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je vous parle notamment de cette émission, Quatrième Pouvoir, parce que dans cette émission-là, Pauline Perreno, elle va vous transmettre une multitude de sources pour vous expliquer comment on en est arrivé là et les solutions pour résister à cette radicalisation de l'État. Et notamment, parmi ces sources, évidemment, vous allez retrouver les travaux d'Acrimed, Mathieu Rigouste, Marouane Mohamed ou encore Julien Talpin, et j'en oublie plein d'autres. Et je vous conseille notamment de voir, par exemple, les réseaux de ma consoeur Siam Asbag, où voilà, on traite de ces questions-là, on montre, on ne fait pas qu'un constat, on essaie d'apporter des solutions. Et encore un dernier mot que je voulais vous dire, c'est donc à chacun et à chacune de nous, avec ses moyens, de résister face au discours raciste et islamophobe,
et dangereux qui est émis par les partis d'extrême droite, et par les discours notamment du ministre de l'Intérieur, avec des phrases comme « à bas le voile » et certains médias dominants qui leur servent de caisse de résonance et qui ont un impact réel et dramatique sur la population musulmane en France. Pas plus tard que mardi dernier, c'est 9 têtes de porc qui sont retrouvées devant des mosquées, des lieux de culte, quand ces dernières ne sont pas incendiées ou dégradées. C'est notamment des discriminations à l'embauche, au logement, des arrachages de voiles dans l'espace public et jusqu'à la mort, par exemple, le 25 avril dernier, d'Aboubacar Cissé. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est ensemble, et malheureusement les exemples sont trop nombreux pour tous les citer ici, mais avec chacun nos moyens, ne baissez pas les bras et résistez. Voilà. Merci Hamda. Siam. Mais Siam, déjà merci d'avoir accepté d'être là. Je sais que c'est pas ce que tu préfères. Pourtant, tu accompagnes depuis très longtemps en tant que militante antiraciste plusieurs associations. Tu es en soutien et en conseil à beaucoup. Comment, en tant que journaliste indépendante aujourd'hui, tu arrives à transmettre l'information ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui effectivement, il y a une concentration des médias, il y a des fonds énormes qui sont mis en jeu pour transmettre un discours d'extrême droite qui n'est pas une réalité, mais qui a une large diffusion. Comment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut aller vite aussi. Quand on pense par exemple, un exemple, le décès de Naël. Il y a eu le décès de Naël, il y a eu une vidéo, et en quelques minutes, tout a changé. Il y a eu un premier communiqué où les policiers ont évoqué une situation. Ils ont dû vite revenir en arrière parce qu'il y a eu une vidéo. Et ce qui s'est passé après, les révoltes urbaines, ont pu avoir lieu avec un contrôle très difficile de l'État malgré sa radicalisation, parce que justement, les réseaux sociaux aujourd'hui, l'accélération de l'information, la transmission au cœur de cible, et je pense que d'ailleurs Anas pourra nous en parler derrière, qu'est-ce que ça a changé et est-ce que on n'a pas une petite avance aussi sur le sujet ? Ça fait beaucoup de questions. Bonjour à tous, merci beaucoup à l'association, l'organisation Stop aux violences d'État pour l'invitation et l'organisation de ce débat. Ah ouais, c'est mieux quand je parle comme ça, en fait, finalement, ça vient de le tenir comme ça. Ok, cool. En vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être déjà, juste pour dire d'où je parle, dire 2 points qui vont permettre de bien situer. La première, c'est que je ne pense pas que du point de vue médiatique, la concentration des médias soit le problème principal. C'est-à-dire qu'avant que ce sujet soit sur la table, nous, on avait déjà un problème avec les médias. On avait déjà un problème avec les médias dominants et mainstream, puisque ce qui est au cœur de notre bataille, quand on est militant antiraciste, militant des quartiers populaires, etc., c'est la colonialité en fait, du pouvoir et la colonialité du savoir et donc de l'information. Et ça, c'est partout. C'est partout. Que les médias ils soient détenus par l'extrême droite ou pas par l'extrême droite, qu'ils soient détenus par des milliardaires ou pas par des milliardaires. Donc ça pose un sujet, c'est-à-dire que nous, du point de vue de là où on parle, c'est-à-dire des luttes antiracistes, des luttes décoloniales, des luttes de l'immigration et des quartiers populaires, la concentration des médias, c'est un sujet, mais ce n'est pas la totalité du sujet. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il y a des médias, je vais le dire ici, y compris à gauche, qui nous ont posé problème, qui posent problème sur la manière dont ils parlent de la question raciale, qui posent problème dans la manière dont ils traitent de la question palestinienne et des luttes antisionistes, etc., etc. Et je ne vais pas les citer. Je vais citer Mediapart, mais je ne vais pas les citer. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pareil, de là où je parle, on a du mal, je ne sais pas si les copains diront la même chose, avec la question du franchissement, du nouveau... Tous les jours, t'entends un nouveau truc, il y a un nouveau cap qui a été franchi. Il y a la ligne rouge. Toutes les lignes rouges, depuis que je suis né, moi, j'ai entendu toutes les lignes. Chaque 5 ans, il y a des lignes rouges qui ont été franchies. Je me demande s'il y a un problème de couleur, ou de, tu vois, etc. Et tout. Bon, ce qu'il faut dire, et je pense que les camarades en parleront mieux après, c'est que les sujets sur lesquels on travaille, les sujets sur lesquels on se positionne, en fait, ils nous invitent à inscrire tout ça dans l'histoire. Dans l'histoire.
le présent et le futur, mais dans l'histoire. J'entendais tout à l'heure Vincent qui disait à juste titre qu'on voit des reconfigurations, des transformations juridiques, judiciaires, politiques dans la manière dont on traite les militants, par exemple, d'accord ? Et qu'on va utiliser la loi pour réprimer la parole militante et notamment les positions qui sont les plus contestataires, en fait, qui contestent l'État. Mais quand on fait un retour en arrière, quand on s'intéresse par exemple à l'histoire, et notamment à l'histoire coloniale, on se rend compte qu'il y avait une loi, c'est-à-dire c'était dans la loi qui imposait en fait aux colonisés l'allégeance à la France et qui punissait très sévèrement la critique de l'État français. Et moi, quand je vois, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militants qui parlent d'islamophobie d'État, qui dénoncent l'islamophobie d'État et qui reçoivent et qui sont perquisitionnés ou qui sont menacés ou d'ailleurs victimes de procédures de dissolution ou de procédures de gel des avoirs, etc., etc. Et quand on voit ceux, pareil, qui dénoncent le régime sioniste, la colonisation et le génocide en Palestine et qui, pareil, font face à une répression sévère, et j'inscris ça dans ce temps-là, c'est-à-dire dans la manière dont les pouvoirs coloniaux, depuis très longtemps, et de manière générale, en fait, dont la modernité... Je pousse, je fais quoi ? De quoi ? Ah d'accord. Dont la modernité coloniale, capitaliste, etc. et tout, pour se maintenir, parce que c'est ça le but, de maintenir le système capitaliste, impérialiste et colonial, va user de tous les moyens et de toutes les méthodes de répression, quitte à se reconfigurer et à se réadapter au fil du temps, parce qu'en vrai, c'est surtout ça de ce dont il s'agit, au-delà des crises que traversent en fait les sociétés occidentales, et notamment la société française, qui est l'État français, qui est une crise de l'impérialisme, une crise de l'hégémonie, une crise, etc., et qui aboutit forcément en fait à une radicalisation de la répression. Au-delà de ça, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire et qui correspond en fait à la manière dont ces pouvoirs-là font toujours tout pour se maintenir et vont utiliser encore une fois des formes diverses et variées et nouvelles pour réprimer, en s'adaptant aussi aux évolutions de lutte. Et tu disais, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé ? Je ne suis pas sûre que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, mais je vais y revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a mis... c'est venu mettre, comme dirait l'autre, un coup de Nike dans la fourmilière, d'apporter en fait une nouvelle voie, en fait, des nouvelles manières de se positionner, d'avoir accès à l'information, de s'organiser, etc., etc. Et du coup, face à l'usage des réseaux sociaux, il y a aussi des nouvelles formes de répression qui visent les réseaux sociaux. Et on le sait notamment pour les procédures d'apologie du terrorisme, mais pas que, parce que juste avant l'apologie du terrorisme, juste avant la multiplication en fait, des procédures d'apologie du terrorisme, il y a eu déjà une répression féroce contre ceux qui ont critiqué la police et l'État français après les émeutes en fait, et durant les émeutes de 2023. Et en fait, de cette période-là à aujourd'hui, même si ça date même si c'est plus ancien, on constate à quel point toutes les procédures répressives, quasiment toutes les répressives qui ont été prises contre des militants partent de propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux. Donc le pouvoir s'adapte. Il n'y a pas de surprise sur ça, il s'adapte. Maintenant, je vais aller faire court. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et tu m'as dit comment on utilise les réseaux sociaux. Moi, j'essaye. Il y a 3 pistes, en fait, modestement. Je dis, voilà, il faut qu'on fasse ça. La première des choses, à quoi servent les réseaux sociaux ? En se disant, pardon, juste, je le dis, c'est très important, que ce n'est pas les réseaux sociaux qui feront la révolution. Que ce n'est pas les réseaux sociaux qui permettront tout seuls, je veux dire, en fait, il ne faut pas se dire, demain on va mettre un hashtag, même si j'adore les hashtags, c'est pas un hashtag qui va permettre de mettre à bas la Macronie, le colonialisme, l'impérialisme, etc. et tout, mais que ça va être un outil utilisé pour tout le reste. Bon. Et pardon, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que les réseaux sociaux, et d'ailleurs sur la question des crimes policiers, tu l'as dit, évidemment que la vidéo du meurtre de Naël, elle change le récit médiatique, évidemment que la pression sur les réseaux sociaux, elle oblige à un certain nombre de choses. Mais il faut ici saluer, comme c'est le cas depuis 1979, en tout cas pour cette histoire spécifique, les émeutiers, les révoltés. Il n'y a pas de sujet sur les violences policières et les crimes policiers. On n'en parlerait pas comme on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment on n'en parlerait pas comme on en parle aujourd'hui, s'il n'y avait pas les émeutiers, s'il n'y avait pas les révoltes. C'est eux qui, depuis des décennies maintenant, mettent le sujet, c'est-à-dire vraiment... ils allument le feu et ce feu-là, il attire la lumière médiatique, politique, etc., etc. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire l'impasse de ça et on ne peut pas parler de ces sujets-là et de ce que pourraient changer ou pas les réseaux sociaux sans dire qu'en fait c'est un outil et qu'il faut le connecter, le connecter au reste. Et quand je dis les émeutiers, il y a ça, il y a évidemment les mobilisations des familles de crimes policiers.
dont tu fais partie, ce que vous faites, comment vous vous organisez, comment vous prenez la lutte, à la fois pour les proches que vous avez perdus, mais aussi toujours, et c'est ça qui est absolument remarquable, pour le plus grand nombre. Alors comment on fait concrètement? 3 pistes. La première, c'est la narration. À quoi servent les réseaux sociaux? À mettre un coup de pied dans la narration dominante. C'est-à-dire que si on n'utilise pas les réseaux sociaux pour permettre ça, en fait, pour permettre de contrer la propagande coloniale, la propagande capitaliste, etc., et tout, les récits, en fait, qui soutiennent, en fait, ces versions-là, on ne fait pas un bon usage des réseaux sociaux. Donc modifier la narration en essayant à la fois toujours sur la temporalité, en fait, d'avoir une analyse historique, en fait, d'inscrire vraiment notre compréhension de ce qui se passe dans un temps plus ancien, dans un temps plus long, mais aussi en proposant d'autres choses. C'est-à-dire que une des critiques qu'on peut nous faire, même si voilà, il y a plein de formes différentes qui existent, c'est parfois on va avoir tendance à la réaction. C'est-à-dire à proposer des choses qui soient uniquement réactifs, en réaction à ce que le pouvoir a produit, en réaction à ce que le pouvoir a dit, etc., etc. Et en fait, dans cette captation, dans cette modification de la narration, il faut aussi poser des propositions en fait, pour l'avenir. Poser des choses en fait, et imposer même des sujets qui ne sont pas forcément les sujets qui sont au cœur de l'actualité, mais qui nous permettent de penser notre cœur d'action en fait, différemment. Donc la première chose, c'est la narration, et on l'a vu notamment, alors on le voit sur la question des crimes policiers, on le voit sur la question de la Palestine. En fait, les réseaux sociaux, ça permet de contrer la propagande coloniale et de dire il existe d'autres récits, il existe d'autres manières de voir la société, de voir ce qui est en train de se passer, et c'est ici que ça se passe, et donc de permettre au plus de gens possible d'avoir accès à ça. Narration. La deuxième piste, c'est la pression. Les réseaux sociaux, ils doivent servir à mettre la pression. Pression politique, pression sur des choses en particulier, voilà, organiser des campagnes, des trucs, des campagnes de mobilisation, etc., qui permettent voilà, de faire changer telle chose, d'accompagner en fait les mobilisations politiques ici et là, de visibiliser tel ou tel combat, la pression. Mais ça doit servir aussi à mettre la pression aux médias. Ça doit servir à mettre la pression alors, aux médias dominants de manière générale, à leur dire ici on vous a vu. On a vu en fait comment vous racontez les choses et en fait on n'est pas d'accord et on est plusieurs à dire que c'est comme ça en fait qu'il faudrait dire, et y compris à mettre la pression aux médias qui d'apparence politique seraient les plus proches de nous. Je disais tout à l'heure, je ne veux pas les citer, je cite Mediapart encore une fois, mais pas que, en fait il y en a plein comme ça, les médias à gauche où en fait non, tu peux pas, par exemple sur la question palestinienne, tu peux pas raconter comme tu racontes, c'est pas possible, on va pas laisser faire. Et sur la question des crimes policiers, en fait tu peux pas raconter comme ça, etc., donc, et ainsi de suite. Donc en fait voilà, de venir mettre la pression, de venir dire en fait, d'imposer en fait d'autres récits et de pousser à une autre couverture. Et la dernière chose, c'est l'organisation. C'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça qu'il y a souvent ce débat de militants des réseaux sociaux, militants hors réseaux sociaux, pour moi il n'y a pas d'incompatibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tout lier et voir les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un outil parmi d'autres, et donc un outil qui doit permettre, à partir duquel, pas que, mais à partir duquel, on peut et on doit organiser des luttes bien au-delà. C'est-à-dire il faut aller capter les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont parfois très très friands et en attente en fait de contenu politique, de choses qui leur permettent de voir les choses autrement, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, qui nous disent tout le temps, qui se politisent en fait via les réseaux sociaux. Et il ne faut pas juste que ça reste de la consommation informationnelle ou de la consommation du contenu sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait un passage à l'acte, en fait, une transformation vers des cadres collectifs, des cadres organisationnels qui servent la lutte et qui permettront de développer et de renforcer les rapports de force. Parce que s'il y a bien une chose, par contre, c'est sûr et certain, c'est pas l'électoralisme tout seul qui fera la révolution, c'est pas le juridique tout seul qui fera la révolution, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est qu'il faut aller prendre ce pouvoir par la gorge et le mettre à terre. Et pour aller prendre le pouvoir par la gorge et le mettre à terre, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est le rapport de force. Un rapport de force, encore une fois, qui s'appuie sur tous les volets. Et alhamdoulilah, c'est les réseaux sociaux, ça marche. Allons-y. Big up! Anas, justement, en tant que porte-parole de Révolution Permanente, cheminot, syndicaliste Sudrail, comment tu vois les choses? Comment, selon toi, la société civile peut s'organiser pour lutter contre la répression étatique, bien sûr, mais pour aussi sauvegarder, conquérir de nouveaux droits face à l'austérité, à la répression? Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi?
Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et cette table ronde. Pour moi, la première chose, déjà, c'est de ne pas être fataliste vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et de ne pas penser que l'ennemi est plus fort qu'il n'est en réalité. C'est que la question de la répression et la question de la radicalisation du pouvoir, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça à travers l'histoire, les sauts bonapartistes, les sauts autoritaires, la possibilité même demain d'un fascisme ou autre, elles sont systématiquement le reflet déformé d'une crise du régime, d'une crise politique, d'une crise économique, etc. Et que ce n'est pas le fait juste d'un bonhomme, ce n'est pas Macron qui est plus autoritaire que Pierre, Paul ou Jacques, etc. Moi je rappelle dans ce pays qu'il y a une personne qu'on aime bien citer en exemple à chaque fois, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il y avait 150 Algériens qui étaient balancés par-dessus la Seine. D'accord ? Et je pense que s'il y avait 150 Algériens, on se réveillait le matin à 6 h et on voyait BFM TV, il y a 150 Algériens qui viennent d'être tués par la police. Je ne sais pas si là, on est en train de dire qu'on est dans un niveau d'autoritarisme. Je ne sais pas ce qu'on aurait dit pour le général de Gaulle. Et c'est pareil, je veux dire, à travers l'histoire, on en a vu. Enfin, François Mitterrand, ce n'est pas le général de Gaulle. François Mitterrand, c'est Monsieur France-Afrique. Ça a été un des plus grands organisateurs de la torsion de ce qui s'est passé en Afrique. Ça a été celui qui a commandité l'assassinat de Sankara. C'est-à-dire que l'autoritarisme, il est en réalité le reflet d'une volonté de réprimer, de faire taire ce qui s'exprime lorsque le régime il est en difficulté. Et je pense qu'il faut partir de ce principe-là, c'est qu'Emmanuel Macron, il utilise l'autoritarisme et la répression car il est vraiment, vraiment en difficulté. Et que de ces fragilités, nous, on doit saisir ce qui est en train de se passer pour voir comment le mettre en recul et les affronter sérieusement. Parce que moi, ce que je vois notamment cette semaine, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse non plus un débat totalement déconnecté de la réalité. Moi, je pense que ce qui s'est passé notamment le 10 septembre dernier est quelque chose d'assez incroyable. Ce n'est pas le fruit du hasard si on met 80 000 policiers. On ne met pas 80 000 policiers pour des manifestations merguez et house music de Bastille à République. Ça ne les intéresse pas. Parfois même, c'est vous qui faites la circulation parce que les flics, ils n'en ont rien à taper, parce qu'ils savent que vous pouvez être ce que vous voulez. C'est très bien encadré, c'est très structuré, les mots d'ordre sont très sympas, ça ira pas plus loin. Mais lorsque le pouvoir il commence à douter de ce qui est en train de se passer, parce que la question, elle n'est pas de se dire est-ce que c'est un processus révolutionnaire qui est devant nous. On n'est pas du tout là. C'est une première étape qui a été beaucoup plus importante que les analystes le pensaient. Je veux dire, même les renseignements généraux disaient par exemple qu'ils attendaient à peu près 100 000 personnes. Force est de constater qu'il y avait entre 200 et 250 000 selon les chiffres qui sont, plus de 800 opérations d'action coup de poing, etc. Des grèves même minoritaires, mais des grèves qui ont existé dans plusieurs secteurs. Donc on est face à un régime qui est tétanisé par ça. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a eu dans le quinquennat et demi, plus la moitié de ce qui est en train d'être le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une marque indélébile pour le macronisme. Lui-même dit qu'il a été scarifié. Il a été scarifié par le mouvement des Gilets jaunes. Il n'a pas été scarifié par les 3 millions de manifestants de la réforme des retraites. Il n'a pas été scarifié par ça. Il n'a pas été scarifié par 2 millions de manifestants le 19 janvier, etc. Il a été scarifié par 250 000 personnes qui sont sorties du jour au lendemain et qui se sont affrontées au pouvoir et qui ont dit « non, on vient de chercher chez toi ». Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on voit en fait comment l'autoritarisme, la répression, elle agit de manière forte quand le pouvoir est réellement dans la crainte d'une instabilité. Aujourd'hui, on est dans une instabilité du régime qui est assez incroyable et que je pense que aussi, pour moi, le débat, il doit ouvrir des pistes de réflexion sur comment on peut y arriver. Et moi, je pense que ce n'est pas une fatalité, ce qui est en train de se passer, la répression, ce qu'on a vécu vis-à-vis de la question de la Palestine, etc., etc. Moi, je pense que si on met toutes nos forces, toute notre énergie pour faire en sorte de construire un mouvement de masse dès cette rentrée, à partir du 10 septembre, là, de ce qu'on a vécu et de commencer à construire, moi, je suis profondément convaincu que si on est déterminé, qu'on se donne la peine d'y arriver, je suis profondément convaincu qu'on est capable de faire tomber Emmanuel Macron. Je pense qu'on peut faire tomber Emmanuel Macron. Parce qu'un mouvement qui a réussi à faire tomber un budget, plus un Premier ministre, avant même qu'il puisse être matérialisé sur le terrain, dit quelque chose de la fragilité du terrain.
du système, pardon. Et on sait que le cornu, les amis, hein, j'ai vu Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, elle a dit on attend de juger sur pièce. Voilà, elle attend, elle. Voilà, elle attend que le cornu lui ramène la retraite à 60 ans, la hausse des salaires, etc. Voilà. On ne sait pas pourquoi Bayrou il a dû proposer l'austérité, parce que Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, elle pense que le cornu, il vient avec un carnet de chèques. Même le Parti socialiste, qui ont léché le sol, du sol au plafond, l'ensemble des plateaux télé, ils sont venus avec 23 milliards en disant que c'est une austérité acceptable. Et le patronat leur a dit allez vous faire foutre, si vous croyez qu'on va accepter que 23 milliards d'austérité. Donc on sait ce que va être le plan de Le Cornu. Alors oui, ça ne sera peut-être pas les 2 jours fériés, etc. Mais on sait que ça va être un plan de guerre. Parce que c'est le ministre de l'Armée qui a signé le budget de 5% d'investissement pour la remilitarisation de l'OTAN. Donc lui, il a signé ça. Il sait qu'il va aller te chercher à toi le prolo dans ta poche, d'accord, pour aller fabriquer des drones, des FAMAS, des hélicoptères de combat. C'est ça ce qu'il veut faire. Lui, il n'en a rien à taper de tes histoires. Si peut-être les 2 jours fériés, ça te fait chier, il verra peut-être dans la poche arrière si tu regardes moins que les 2 jours fériés. Peut-être c'est un totem, tu veux pas qu'on le touche, t'inquiète pas, on va voir comment on va le faire. Et on est face à ça. Et moi, je pense que dans cette séquence-là, face à tout ce qu'on a vécu, face au réveil aussi, parce qu'on parle du 10 septembre, mais pour moi, face aux 2 ans de génocide que vit le peuple palestinien, il y a l'émergence d'une nouvelle génération anti-impérialiste qui est incroyable. Je veux dire, on a la démonstration avec les flottilles qui partent avec des dizaines et des dizaines de nationalités, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais je le dis et je le répète, si on met nos forces dans cette bataille-là, je veux dire, il faut se rendre compte, les amis, de ce que veut dire demain la démission du président de la République française. Parce qu'on ne prend pas encore la teneur de ce que ça peut être. Moi, je le prends politiquement de manière profonde. Je peux avoir un désaccord, notamment avec les camarades de la France Insoumise, sur le fait que, notamment LFI, après Mathilde pourra dialoguer avec ça, mais c'est de destituer Macron pour refaire des nouvelles élections présidentielles, etc. Et voilà. Moi, je pense que de toute façon, les nouvelles élections présidentielles, elles permettront à Marine Le Pen de gagner automatiquement. Parce que les mieux placés, c'est le Rassemblement national, je considère. Et qu'on sait par habitude, les amis, que les élections, elles sont toujours plus à droite que la réalité du terrain. Les gens, ils sont toujours plus radicaux dans les manifestations, les mobilisations, que l'expression derrière du bulletin de vote dans les urnes. Toujours, toujours. Parce que c'est normal, les gens, ils se disent, faut voter utile, faut être plus conscient. Voilà, mon voisin, je sais qu'il est de droite, il n'acceptera pas ça, c'est un peu trop radical. Donc, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà. Moi, j'aime pas trop le PS ou j'aime pas trop le macronisme, mais bon, vaut mieux ça parce que je sais que de toute façon, moi, l'extrême gauche ou la gauche radicale, je crois pas une seule seconde. Donc, la réalité, les amis, c'est que dans cette séquence-là, et il y a aussi quelque chose, c'est que l'élection présidentielle française, elle est à 2 tours. Tu peux faire un très bon score au premier tour. Le deuxième tour, c'est un tour de fusion. C'est-à-dire il faut que tu acceptes de diluer ton programme pour que moi, je dise à mes électeurs, allez, c'est acceptable. Et Paul Lafargue, qui était le beau-fils de Karl Marx, il disait, le système capitaliste n'accepte que des réformes indolores pour son système. Sinon, il ne le fait pas. Sinon, ils détruisent le système. Si tu as le malheur de gagner, ils détruisent le système. C'est ça aussi le fascisme. Le fascisme, c'est le basculement de la démocratie libérale vis-à-vis d'une forme qui est celle de l'écrasement par l'autorité, par les militaires, par la force policière, etc. etc. Parce qu'à un moment donné, la bourgeoisie, elle dit, mais si ces cartes, les règles du jeu qu'on a créées, le paquet de cartes, c'est le nôtre, et que vous arrivez à nous déposséder de tout ça, le jeu ne nous intéresse même plus. On va faire autre chose. Et on est dans ce moment-là, en fait, dans des points de bascule où je pense que la radicalisation qui est en train de s'exprimer sur le terrain, on doit pas uniquement l'accompagner, mais on doit faire en sorte de l'élargir et de la massifier. Et je dirais que, notamment dans le combat qui nous rassemble toutes et tous, qui est celui de la lutte contre le génocide en Palestine, je pense que, dans le même sens, faire tomber l'un des présidents les plus puissants du monde, qui a plus de protection que le président américain, qui est un symbole, la France. Le président français, c'est l'impérialisme français, les amis. C'est une place forte, géopolitique. Ce n'est pas juste la bombe nucléaire, c'est une histoire de la bourgeoisie. D'accord? Et dites-vous que si Emmanuel Macron tombe, la panique internationale que ça va susciter, et même en Israël, parce que s'il commence à avoir...
Il ne peut pas y avoir de démission de Macron par des simples grèves minoritaires et quelques actions coup de poing, même spectaculaires, mais par un mouvement qui soit un mouvement de grève générale et même un mouvement qui commence à être quasi insurrectionnel, sinon pré-révolutionnaire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les Occidentaux, l'État d'Israël, etc., peuvent commencer à paniquer, à se dire ça commence à être trop chaud pour nous. Si dans une puissance comme la France, dans un pays occidental, il commence à avoir un président qui démissionne, les choses, elles peuvent changer. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'on devrait mettre toutes nos forces, parce qu'on sait que la défaite, les amis, elle amène du fatalisme, du désarroi, et elle amène aussi énormément de répression. La fin de 2023, ce n'est pas que les répressions contre Naël, c'est 1000 syndicalistes de la CGT qui ont été licenciés, poursuivis en justice. C'est des énergéticiens chez qui on a fracassé la porte à 6 h du matin. C'est énormément de répression. Parce que oui, le pouvoir, quand il t'a regardé, quand il a vu que tu étais là pour l'affronter, il décide, quand tu as perdu, de vite reprendre la main. On voit tout de suite les lois autoritaires. On a vu toutes ces choses-là. Après la marche contre l'islamophobie, qu'est-ce qu'il y a eu? Après la grande marche de plus de 80 000 personnes, tout de suite, loi séparatiste, loi sécurité globale. Après le mouvement des Gilets jaunes, le rapporteur du GIGN qui a fait la loi sécurité globale qui a été avortée, il a dit... À cause du mouvement des Gilets jaunes, nous avons vu que nous avons perdu la bataille de l'information. Parce que les gens, ils ne voyaient pas Jérôme Rodriguez se faire éborgner sur BFM TV ou le JT de TF1. Ils le regardaient sur les réseaux sociaux. Et la violence policière, elle se voyait sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il fallait absolument masquer ça. Et oui, à chaque fois qu'il y a des défaites, il y a derrière une volonté de reprendre par la main du législatif autoritaire, par l'atteinte à l'état de droit, si tant est qu'il existe, etc., le pouvoir pour domestiquer, discipliner. Et je dirais un dernier mot, j'invite vraiment, ils auraient même pu faire partie de cette table-là, c'est Benoît Coquart et Félicien Faury, deux sociologues de notre génération qui font leurs recherches sur le basculement du vote des classes populaires dans cette France notamment périphérique, souvent de la gauche vers l'extrême droite. Et ils expliquent, pour le dire de manière très synthétique, que l'augmentation du vote de l'extrême droite, c'est la combinaison du racisme et du désarroi. C'est lorsque les gens, en fait, ils sont déclassés, ils ne savent plus comment faire, et qu'on leur explique « laisse tranquille Bolloré, laisse tranquille Bernard Arnault. Moi, j'ai mieux à te proposer. Mamadou et Karim qui sont là-bas, ils n'ont pas à être là-bas. Donc le logement social de Mamadou, je vais te le récupérer, et l'AME que Karim y touche, je vais l'enlever pour que toi, François, Jean-François, Sophie, etc., vous puissiez avoir un logement digne. Par contre, vous fermez vos gueules sur Bernard Arnault, Bolloré, la lutte de classe, ça ne vous regarde pas. Nous, on a un projet qui est pour vous, c'est la priorité nationale. Et c'est malheureusement à cause des défaites qu'on se retrouve dans une montée de l'extrême droite où à force de discours, le Karcher, etc. C'était quoi la phrase de Chirac là, le bruit et l'odeur. Excusez-moi, après, je ne suis pas dans le terrain dans lequel il faut le dire. Georges Marchais, vous regardez Retour à Reims, discours de Georges Marchais, il faut arrêter l'immigration légale et illégale. C'était pas en 2025, c'était dans les années 70. Déjà, Georges Marchais en 70, il disait pas faut arrêter l'immigration illégale, il disait illégale et légale. Donc quand vous avez de gauche comme de droite un martèlement de discours racistes où on continue à expliquer que c'est l'immigration le problème, que c'est toutes ces choses-là, etc., et qu'en fait on ne fait pas en sorte d'unir la classe ouvrière, d'unir notre camp social pour affronter le système et le faire tomber, on se retrouve dans des moments plus difficiles. Merci. Merci. Juste avant de passer à Mathieu Rigouste, j'aimerais bien que Mathilde, tu réagisses à ce qu'a dit Anas, que tu nous donnes ton sentiment sur ce qui s'est passé dans la rue le 10 septembre, ce qui va se passer selon toi par la suite, et comment la France insoumise a réagi à ce que le Parti socialiste a pu faire. Et il y a eu une première dissolution, il y a eu la création de la NFP. Aujourd'hui, c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir s'il y avait de nouveau une dissolution pour la France insoumise? Là, ça fait une vaste question. Bon, d'abord, moi, je veux dire que non seulement c'est important d'avoir ces débats, mais ça fait du bien aussi d'avoir des débats, y compris à gauche, parce qu'il y a tellement une droitisation, une extrême droitisation du débat, que voilà, je trouve ça important qu'on entende aussi ces voix-là.
Et je suis d'autant plus contente qu'on ait ces débats-là que certains tirent une conclusion qui n'est évidemment pas la tienne. Mais quand tu dis que Emmanuel Macron, que tu es en désaccord sur le fait que derrière il faudrait des élections présidentielles parce que Marine Le Pen la gagnerait, selon toi, ce que moi je ne crois pas, je vais expliquer pourquoi. Y en a qui en tirent la conclusion que du coup Emmanuel Macron ne doit pas partir. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Place Publique, cette fois-ci sur Bayrou, où Place Publique, ayant tellement peur d'une dissolution, on nous explique encore, on agite le chiffon rouge du Rassemblement national, qu'à la fin, il supplie François Bayrou de ne pas demander d'arrêter avec le vote de confiance qu'il avait prévu de faire le 8 septembre, vote de confiance où on l'a fait tomber. Donc la première chose, c'est que là, on est en train de faire une rentrée où si je vous avais demandé le 15 août comment vous sentiez la rentrée juste après que François Bayrou ait annoncé le pire plan d'austérité qu'on ait jamais vu au XXIe siècle. Si je vous avais demandé comment vous voyez la rentrée, personne ne pensait qu'on allait être sur une rentrée comme ça. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans le mouvement... Je sais pas si ça marche encore là, si. Ce que je trouve extraordinaire dans ce qui s'est passé le 10 septembre, d'abord, la première chose, c'est que même si on prend les chiffres de la police, et moi, en fait, nous, on a fait un travail de compilation de chiffres qui étaient dans la presse, plus des chiffres qui ont été donnés par les unions locales et les unions départementales CGT. Et nous, on atteint, juste en compilant ça, 360 000 personnes hors de Paris. Donc si on prend Paris, 500 000 personnes. Et ensuite, tous les gens qui, du fait des formes d'action qui étaient choisies complètement auto-organisées, ne sont pas comptabilisés. Exemple, le commerçant qui décide qu'il n'utilisera pas la carte bancaire pour que l'argent n'aille pas aux banques ce jour-là. Exemple, les gens qui ont décidé de faire la grève de la consommation ce jour-là. Et juste si on prend les chiffres de la police, donc qui pour moi sont des chiffres largement sous-estimés, ils ont dit 197 000 personnes. T'as raison, les renseignements généraux disaient 100 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de monde le 10 septembre à se mobiliser d'une manière ou d'une autre que dans toutes les manifestations des Gilets jaunes, à l'exception de la première. Donc on est sur un très fort taux de mobilisation, avec en plus, je trouve, non seulement un sang-froid populaire extraordinaire vis-à-vis du dispositif de répression et du dispositif policier qui était déployé. Une chose qu'a dit la procureure de la République que j'ai trouvée très intéressante, qui dit « Jamais on a eu autant de jeunes femmes arrêtées ». On n'a jamais vu ça nulle part. Et généralement, quand les femmes s'y mettent, ça sent mauvais pour le pouvoir. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis une deuxième date qui est d'ores et déjà là, qui est celle du 18 septembre, où il faut espérer qu'il y ait une jonction entre des grèves, donc des blocages de l'économie directement par les travailleurs et les salariés, plus des mouvements qui ont tiré des leçons à la fois de la mobilisation contre les retraites, parce que normalement c'était impossible de perdre cette lutte. Comment c'est possible de perdre une lutte quand vous avez à la fois 93% des salariés avec vous, l'ensemble de l'intersyndicale, l'immense majorité des gens, et même l'Assemblée nationale, où ils ont été obligés de passer par 49.3. Donc ils ont tiré à la fois les leçons de ça, donc des mobilisations traditionnelles qu'on voit depuis extrêmement longtemps, et des leçons aussi de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc moi je trouve qu'il y a une intelligence populaire dans la manière dont ça a été mené, une tentative d'inventer aussi des nouvelles formes d'action, de comprendre qu'il faut passer des seuils face à un pouvoir qui n'écoute rien ni personne, qui est, je crois, quelque chose qui donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et moi je pense vraiment qu'on peut mettre à terre Macron aussi. Et qu'on peut mettre à terre Macron aussi, et peut-être je vais terminer là-dessus parce qu'après ça impliquerait beaucoup de choses, mais pourquoi moi j'y crois pas au fait que Marine Le Pen gagne la présidentielle? Moi je le dis assez sincèrement, je supporte plus les gens qui disent « Ah non, il faut pas faire ça parce que sinon après l'extrême droite va arriver au pouvoir ». Déjà, quand on a Retailleau comme ministre de l'Intérieur, on peut poser la question de savoir quelle est la différence entre un ministre de l'Intérieur de Marine Le Pen et un ministre de l'Intérieur comme Retailleau. Enfin, je veux dire, la première chose que ce mec a fait en arrivant, ça c'est le résultat de la non-censure du PS d'une part et du RN d'autre part, qui lui ont laissé gouverner pendant 8 mois. La première chose qu'ils ont fait, c'est toucher sur les critères de régularisation, la circulaire Valls. Ça veut dire des gens, y compris des parents d'enfants scolarisés, enfin je veux dire, c'est une question de vie ou de mort pour des milliers de gens dans ce pays, des millions de gens qu'on a touchés comme ça, voilà. Derrière, ils ont essayé de toucher le décret AME. Derrière, vous avez un ministre de l'Intérieur qui crie à balles voiles. Donc en fait, déjà, il faut arrêter d'avoir peur de faire des choses parce que l'extrême droite arriverait au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois profondément que l'extrême droitisation, elle vient par le haut. On parlait des Bolloré, des Stérin et tout. Si vous voulez voir un exemple d'extrême droitisation par le haut,
vous prenez l'interview qu'a fait Bayrou juste avant de tomber sur 4 chaînes d'infos en continu. Alors les questions, c'était incroyable. Ah oui, pourquoi vous ne feriez pas les 36 heures, puis les 50 heures par semaine? Pourquoi vous supprimeriez pas telles vacances, et même toutes les vacances du monde? Donc cette extrême droitisation, elle se fait par le haut. On dit le poisson pourri par la tête. Bon bah voilà. Mais la réalité du pays, ce n'est pas cela. Et c'est ce qu'on a vu notamment. Enfin je veux dire, rappelez-vous toujours, les législatives dernières, organisées en 3 semaines, 27 sondages sur 27 qui donnent l'extrême droite en tête. Et ce qui fait mentir et ce qui sauve la République de l'extrême droite, c'est tout ce que le pouvoir méprise. Les jeunes des quartiers populaires, les habitants des Outre-mer, les militants associatifs, syndicaux, etc., qui, du coup, décident d'aller massivement aux urnes et qui, en allant massivement aux urnes, en fait, les rendent tous minoritaires et font gagner, à l'époque, le nouveau Front populaire. Et dernière chose peut-être sur... donc moi, je pense qu'on peut le foutre à terre et qu'y compris en le foutant à terre et en ayant une présidentielle, déjà, il faut les arrêter parce que c'est eux, la Macronie, qui est responsable de la montée de l'extrême droite. 8 députés d'extrême droite en 2017. En 2022, il y en a 89. En 2024, il y en a 142. Donc, il faut les arrêter le plus vite possible parce que c'est eux qui extrême droitisent aussi la société. Et puis, la deuxième chose, et ça appellerait un développement plus long, mais je ne vais pas le faire là, mais sur qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une dissolution. Bon, déjà, nous, on ne demande pas la dissolution, on demande la destitution du président parce que c'est lui le problème en ce moment et qu'il faut trancher entre les grandes options. Mais s'il y avait une dissolution, je vais vous dire, quelle est la leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis ? Réfléchissez pourquoi Trump est élu aux États-Unis. Pourquoi dans des États, Trump est arrivé en tête et dans le même État, le même jour, le même vote, vous avez par exemple l'avortement qui est inscrit dans la constitution d'un État. Vous avez Rachida Tlaib qui est élue au Congrès le même jour, qui est une palestino-états-unienne qui a levé haut et fort la question palestinienne et du génocide en Palestine. Pourquoi c'est possible? Un paradoxe entre Trump d'un côté qui gagne dans l'État et Rachida Tlaib qui est élue. Bah parce qu'en face, il y avait une gauche qui était plus de gauche. Parce qu'en face, il y a une gauche qui a non seulement été complice du génocide de Netanyahou, enfin qui a livré directement les armes, et on le sait très bien, sans les États-Unis, ils n'auraient pas pu faire le génocide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils n'ont jamais porté la rupture avec le modèle capitaliste. Jamais. Je veux dire, la candidate du Parti démocrate n'a porté aucunement la question sur comment est-ce qu'on fait en sorte de rompre avec le modèle de production et de consommation qui pourrit à la fois l'écosystème, le seul écosystème compatible avec la vie humaine et rend la vie pourrie de tous les gens. Et donc, quand vous avez une gauche qui n'est pas de gauche, eh ben, en fait, vous faites gagner l'extrême droite. C'est ça qui se passe. Donc, nous, dans tous les cas, ce sur quoi nous sommes sûrs, c'est que nous, on gardera un programme de rupture parce que si nous, on cède à la place qu'on a, je veux dire, et après, il y a les associations, les syndicats, d'autres partis politiques qui tiennent aussi. Mais si nous, on cède, derrière, il n'y a plus rien sur cette question-là. Et donc, nous, on ne cédera pas sur le programme de rupture parce que seul un programme de rupture peut battre l'extrême droite. Non. Oui, c'est bon. Merci Mathilde. Je crois qu'Anas, tu voulais réagir rapidement. Et après, ça va être Mathieu qui va clôturer. Non, mais rapidement, mais après on peut avancer sur la suite du débat et que Mathieu puisse intervenir. Mais bon, t'as pas trop répondu sur pourquoi ça ne pourrait pas être possible que Le Pen gagne. Mais au-delà de la question de qui peut gagner, etc., moi je le dis avec beaucoup d'espoir vis-à-vis du mouvement, dans le sens où je pense que ce mouvement-là, construire une grève générale politique, c'est-à-dire une grève générale qui impose et qu'on croit en nos forces en fait. Je pense que si on se donne l'objectif de construire un mouvement de masse, de mettre toute notre force, nos énergies, par l'auto-organisation, par en bas, d'imposer des mots d'ordre aussi, qui ne soient pas uniquement, parce que je pense qu'il y a parfois un écueil dans lequel on tombe, c'est de rester dans des mots d'ordre économiques. Vous voyez ce que je veux dire, la question des salaires. Je ne suis pas pour qu'on vive avec des mauvais salaires ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est primordial aussi dans cette période-là de voir que la question de la démission d'Emmanuel Macron, elle est l'alpha et l'oméga en fait, parce que c'est pas Macron qui t'augmentera ton salaire, etc. Par contre, c'est la déstabilisation de ce système-là, de ce régime-là. Et moi, je pense, le désaccord que j'essaie d'exprimer, notamment avec la position de l'élection présidentielle, c'est que l'élection présidentielle, elle est hypothétique. Elle te donne aucune certitude. Le mouvement, s'il permet de faire tomber Emmanuel Macron, te donne beaucoup plus de certitude
par l'auto-organisation et par le fait de croire en nos forces et notamment d'exiger, moi mon souhait et notre souhait aux camarades de Révolution Permanente, c'est d'exiger la fin de la figure présidentielle. C'est-à-dire qu'un mouvement qui permette d'atteindre la figure présidentielle et de mettre un coup énorme sur le caractère de la Ve République n'a pas pour vocation d'être là pour refaire des élections, vous voyez bien. Enfin, je veux dire, tu peux risquer de te faire éborgner, tu peux risquer, il y a des centaines de gardes à vue. On va faire grève et des grèves, etc. Moi, je connais personnellement personne qui a envie de risquer de perdre des mois de salaire, risquer de se faire éborgner pour une hypothétique élection dans laquelle l'issue du scrutin il dépendra de comment l'élection elle va se passer, etc. Pourtant, je pense que si on fait tomber le président de la République en exigeant derrière un programme démocratique radical, c'est-à-dire que Macron il dégage, mais c'est plus jamais aucun président de la République qui vient, je pense qu'on est dans une situation politique qui est totalement différente que de faire autant d'efforts, autant de sacrifices pour faire quoi? Une élection. Parce que la réalité, c'est que les gens diront « Mais attends, je comprends pas pourquoi moi je dois faire autant de sacrifices, autant de trucs, que dans 1 an et demi, il y a l'élection présidentielle, viens, on économise des kilomètres de marche, etc. Et puis on attend 1 an et on fera l'élection présidentielle. 1 an, il n'y a pas de changement. » Moi, je pense qu'au contraire, on aurait tort de penser que ce mouvement-là sont débouchés politiques qui sont institutionnels. Mais je pense que son débouché, il doit être dans une forme démocratique radicale, c'est-à-dire d'aller chercher beaucoup plus que simplement la démission d'Emmanuel Macron, mais d'imposer la fin de la figure présidentielle et de commencer à imposer aussi, je sais pas moi, je suis pour les modalités révocatoires, pour le fait que les mandats ils soient de 2 ans, qu'un député, il ait le salaire d'un ouvrier, pour pas en faire de la politique, pour pas qu'il y ait des gens, ils ont 70 balais, 75, etc. Et puis ils ont fait X et X mandats et ils continuent à en faire de la politique et on continue à voter pour eux. Moi, je pense que c'est primordial et les leçons qui sont tirées, et je ferai pas plus long, mais pour comprendre aussi, dans la population, il y a beaucoup de gens, moi je vois, qui sont aussi des électeurs type peuple de gauche, électeurs Nouveau Front Populaire. Très sincèrement, la grande majorité de ceux que j'ai vus sont typiquement le profil de gens qui ont voté Nouveau Front Populaire et qui, pour beaucoup, ont fait et ont tiré le bilan du fait notamment de l'alliance électorale à gauche, où en fait, vous comprenez bien que vous avez voté pour Parti Socialiste aussi, et ils voient ce que le Parti Socialiste, il est au crochet du macronisme pour essayer de le sauver, pour être le médecin de gauche, pour dire nous, on ne veut pas l'instabilité, on veut le retour de la démocratie, etc. etc. Et donc vous voyez le choc que ça fait vis-à-vis des gens qui se disent « Tain, j'ai voté en pensant que ça allait profondément changer ». Je vois des gens du Parti Socialiste qu'on avait combattu, qu'on avait dit plus jamais PS, revenir par la porte arrière et s'imposer et proposer des modalités. Je veux dire même, il y a un truc, Olivier Faure, il dit qu'il est pour envoyer des militaires français en Ukraine. Même Macron, il n'est pas aussi explicite que ça. Il a dit il est pour envoyer parce qu'il dit Poutine ne connaît que le rapport de force. Et ça dit quelque chose des trahisons et du poids que ça peut avoir. Et moi, je pense qu'on ne doit pas mettre notre espoir dans des processus électoraux. Je ne suis pas anti-électoraliste. On s'est mis dans quelques élections, on continuera à s'y mettre. Mais pas pour penser que l'élection est supérieure à un mouvement de masse, à une grève générale politique. Et je pense qu'on devrait se donner les moyens, mettre toute notre énergie là-dedans, faire en sorte que toutes nos organisations, et même moi j'envoie un message à tous les camarades de l'antiracisme politique, à tous les camarades qui sont soucieux de la question palestinienne, etc. Il ne faut pas regarder ce mouvement à côté. Il ne faut pas regarder ce mouvement de côté en considérant que c'est l'histoire de jeunes étudiants, un peu du peuple de gauche, des travailleuses, des travailleurs, des syndicalistes, etc. Moi je pense qu'on a un rôle central. Je le dis pourquoi? Pour une raison principale, c'est que la classe ouvrière, elle est aussi en grande partie racisée. Ce sont les conducteurs de bus, de métro, ceux du nettoyage, de la maçonnerie, de l'agroalimentaire, de la logistique. Et je pense que nous, militantes et militants antiracistes, parce que moi je me définis jamais comme ça, mais profondément, enfin, on se comprend, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que ceux qui mettent leur militantisme principalement sur les questions des violences policières, du racisme, de l'islamophobie, on doit faire en sorte d'imposer des mots d'ordre qui soient des mots d'ordre profonds, régularisation de tous les sans-papiers, liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, que le départ à la retraite pour la femme d'origine ivoirienne qui est venue en France à l'âge de 35 ans, qui sait qu'elle a 43 annuités, elle s'en fout de non à 64 ans, elle s'en fout de non à 62 ans, elle sait que quand elle calcule les 43 annuités, elle va partir à 70 balais. Peut-être même qu'elle partira pas avec une retraite, parce que si on lui renouvelle pas son titre de séjour de 10 piges, un jour ou l'autre, elle se barra. Et moi je pense que notre rôle, et je conclue là-dessus,
conclue juste là-dessus. Je pense que notre rôle, il va faire en sorte qu'à l'inverse des mouvements précédents, notamment celui de la réforme des retraites, il faut que nous, on dise, imposons des revendications qui soient installées et qui permettent de donner un caractère politique, profondément politique, et qui fasse rentrer des secteurs et des secteurs. Parce que les Arabes et les Noirs ne sont pas des baltringues. Les femmes de ménage de l'hôtel Ibis, elles ont fait 22 mois. Il y a qui fait 22 mois ici dans la classe ouvrière blanche? Il faut arrêter de penser que les Noirs et les Arabes, ils ne sont pas dans les manifestations parce qu'ils ont peur, parce que ça ne les intéresse pas. Non, parce qu'il n'y a aucune revendication qui leur donne envie de venir. Parce qu'on dit, on ne parle pas d'eux. Et moi, je pense que si on commence à dire régularisation de tous les sans-papiers, de mettre la retraite et l'égalité des droits pour toutes et tous, je pense qu'on pourrait être demain des millions et des millions à lutter. Et oui, là, on commencerait à rentrer pour de vrai dans ce qui s'appelle une grève générale politique et qui pourrait permettre de faire tomber Emmanuel Macron et de réfléchir à un autre système derrière. Pardon, excuse-moi Mathieu. Merci. Merci Anas. Donc, on va passer la parole à Mathieu Rigous, donc chercheur indépendant, sociologue, auteur. Il a réalisé plusieurs documentaires, notamment sur l'armement de la police. Il va nous exprimer ce qu'il pense de comment la société civile elle peut s'organiser. Est-ce que ça va être par les urnes? Est-ce que ça va être par la révolution? Mais raconte-nous un peu ce que tu penses de tout ça. Ouais. Merci. Ouais, vous m'entendez? Ok. Merci d'avoir organisé déjà tout ça, qu'on puisse se parler de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. Et en réalité, c'est vrai que vous m'avez invité comme chercheur. Moi, je crois que comme pas mal de gens ici, je suis d'abord quelqu'un de révolté. Et en plus, je suis d'abord un militant qui fait de la recherche en sciences sociales plutôt qu'un chercheur engagé. Et en vérité, c'est assez différent parce que tu es précaire, parce que tu galères et parce que en fait, ta vie quotidienne, c'est d'abord d'être dans les luttes. Donc voilà, moi, ce que je fais, c'est de la recherche critique depuis les luttes et pour les luttes, c'est-à-dire j'utilise les méthodes critiques en sciences sociales pour essayer de comprendre à quoi on fait face. Qu'est-ce qui nous empêche de nous libérer? Qu'est-ce que fait la police dans les quartiers populaires? Qu'est-ce que fait l'armée française en Afrique? Comment fonctionnent les prisons et leur évolution? C'est quoi le régime des frontières? Les salons d'armement, etc. En gros, tous les trucs qui nous empêchent de renverser le système, parce qu'en fait, ça a été dit aussi par les camarades assez régulièrement, et quand on regarde l'histoire, des moments où on a la capacité de faire ça, et pendant les Gilets jaunes, on a quand même failli rentrer dans l'Elysée, il faut se le rappeler. Et là, ce qui nous a empêché de rentrer à ce moment-là, c'est pas l'idéologie ou le divertissement, c'est la violence pure de la police et de l'État. Et donc, je partage plein de constats qui ont été dits. On va même retomber sur des choses par peut-être d'autres chemins. Mais aussi, on se dit régulièrement avec des camarades en ce moment qu'on en a marre d'étaler des analyses critiques radicales sur le système, alors qu'en fait, là, tous les gens concernés, on est d'accord qu'on est au cœur de la catastrophe, que c'est le désastre absolu et qu'en fait, il nous faut principalement des espaces pour se parler. Peut-être un peu de théorie, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas aller plus loin sans ça, mais il faut qu'on se parle de stratégie, de tactique, de pratique, de comment on s'organise, de comment on avance, plus que se faire des grands constats sur lesquels, sans doute, en plus, si vous êtes là, c'est qu'on partage une grande partie. Bon, maintenant, on m'a donné la parole aussi pour ça, donc je vais vous raconter un peu ce que je fais, et dans l'idée qu'on arrive vite sur qu'est-ce qu'on en fait de tout ça en termes d'organisation. À la fin du printemps, là, j'ai publié un livre qui s'appelle La guerre globale contre les peuples et qui est un peu la synthèse d'une vingtaine d'années de recherche où, en gros, j'essaye de regarder la transformation de la guerre, du contrôle, de la surveillance, de la répression, des frontières et des prisons depuis les damnés de la Terre. C'est-à-dire pas comme s'il y avait une manière neutre et objective d'aborder le sujet. En fait, on est dans des sociétés qui sont absolument inégalitaires depuis toujours. Donc moi, je fais le choix politique de les regarder depuis les opprimés, justement pour les renverser. Et en fait, quand on fait ça, on a une histoire du monde qui est quasiment exactement l'inverse de ce qu'on nous raconte à l'école, à part les quelques profs un peu radicaux que rarement, au cours d'une scolarité, on croise. Et on retombe sur plein de choses en fait, qui viennent discuter avec ce qu'on se dit là. C'est-à-dire on nous a colonisé l'esprit avec des grands discours de la modernité capitaliste, occidentale, dont il y a une partie, personne n'est dupe, le truc selon lequel l'Occident allait ramener les droits humains dans le monde entier, la paix, la justice, etc. Les gens qui croient encore à ça, c'est des gens qui veulent absolument y croire. Mais c'est aussi un discours qui nous a dit il y a des droits humains à l'intérieur des métropoles. Et ça, on peut revenir dessus, mais en fait, c'est pour qui? Depuis l'origine de ça, si on prend l'expansion du capitalisme entre le 15e et le 17e siècle, en fait, déjà à cette époque-là, les droits humains, c'est pour qui?
Et maintenant, si on revient ici, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, à Gennevilliers, franchement c'était très clair, les droits humains c'était pour qui? Est-ce que c'est pour les périphériques coloniales? Est-ce que c'est pour les prisonniers? Est-ce que c'est pour les racisés dans les quartiers populaires? Est-ce que c'est même pour la majorité des ouvriers qui passent leur vie au chantier, à l'usine, etc. Est-ce que c'est pour les victimes des violences sexistes et sexuelles, etc. Ce truc-là, les droits humains, on nous a dit à l'école, ouais, la République c'est les droits humains, mais ce truc-là n'a jamais existé que pour une toute petite partie de la population. Et on nous a raconté aussi la modernité, la République, etc. C'est la séparation entre le temps de paix, le temps de guerre, la police et l'armée, la séparation entre les pouvoirs exécutifs, juridiques, judiciaires. Mais en fait, quand on regarde cette histoire-là depuis les périphéries coloniales, ça aussi, c'est pas vrai. Le champ de bataille colonial, c'est un espace dans lequel il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ni de séparation entre le temps de paix et le temps de guerre, ni entre le militaire, le policier. C'est une situation qui est encore quasiment féodale. Et finalement, c'est ça qu'on voit s'étendre. Et pourquoi je le dis comme ça? Parce que on a une manière d'aborder ce que, là, souvent dans les centres impérialistes, parce qu'il se passe pareil au Royaume-Uni et aux États-Unis, la militarisation, comme un truc de « on est touché par la police, elle se militarise de plus en plus ». Mais en fait, elle se militarise de plus en plus contre qui? Qui est-ce qui n'était pas encore touché par une police qui la tuait au quotidien? Tout à l'heure, on se disait la privation de liberté, contre les militants. Mais qui est-ce qui subit des privations de liberté arbitraires comme ça, simplement parce qu'il traîne en bas de chez lui, parce que t'es 5 à la maison, que t'es forcément dans la rue, et puis de toute façon que c'est ton quartier, donc tu fais ce que tu veux? Qui est privé de liberté arbitrairement parce qu'un flic passe et repasse, etc. Ça, c'est déjà la normalité dans les quartiers populaires, c'est la normalité dans les prisons, et c'est la normalité du champ de bataille colonial. Pourquoi je dis ça? C'est pour sortir d'un truc d'indignation et sur la militarisation et sur la fascisation. Et là, donc, je voudrais se parler d'autre chose que moi j'appelle la mécanique impériale de fascisation. Ça fait des gros mots comme ça, mais en fait c'est assez clair. La fascisation dans les années 30, c'est un truc qui a été bien montré, même si bien entendu la science c'est politique et il y a des débats entre les historiens à toutes les époques. Mais on arrive clairement à quelque chose où l'arrivée du fascisme au pouvoir, c'est pas un truc qui tombe du ciel comme ça, en pleine nuit. C'est un processus qui travaille sur du temps long et qui peut être évité. C'est pas un automatisme. Si on avait eu des mouvements révolutionnaires organisés différemment, une gauche qui n'avait pas autant trahi, s'il y avait une autre configuration, peut-être qu'on aurait pu empêcher l'arrivée du fascisme dans les années 30. Et en tout cas, c'est l'arrivée de plusieurs processus. Oui, c'est lié à la caserne, à l'usine, à l'idéologie anticommunarde. Et c'est évidemment l'aboutissement d'un long processus de normalisation du racisme et du massacre de masse dans les périphéries coloniales. Et donc le fascisme, c'est un moment de passage du pouvoir qui s'inscrit comme un choix par les classes dirigeantes de faire advenir un long processus qui lui est déjà la normalité dans le Sud. Ce qui se passe quand arrive le fascisme au pouvoir dans les années 30, c'est un mécanisme qui est déjà la normalité, le massacre de masse, l'incarcération raciale de masse, la banalisation de l'inégalité structurelle, des humiliations, de la destruction des corps, de la destruction des vies, de l'impossibilité d'avoir accès à une vie digne. Ça, c'est la normalité de la situation coloniale, et c'est elle qui est réimportée par la bourgeoisie, par les classes dominantes, contre une partie des classes populaires dans les années 30, à la fois pour éviter la révolution, pour éviter des blocs conseillistes et communistes, et pour régénérer le capitalisme. Pourquoi je dis ça? Pour parler aujourd'hui de néofascisation. Je dis néo parce que c'est pas le même processus. Enfin, c'est un processus qui se ressemble, mais c'est pas le même fascisme. C'est un néofascisme. Et lui aussi, c'est pas un truc qui tombe comme ça du ciel du jour au lendemain. Déjà, on le voit arriver. Puis c'est toujours un peu de, il y a un truc qui vient et il y a un truc qui est déjà là. Et il y a même un truc qui est jamais parti. On a l'impression. Donc, se parler de néofascisation, c'est se dire que ce fascisme qui vient, c'est pas juste Le Pen, Milei, Mélanie, etc. C'est des processus qui sont très longuement accompagnés par les classes dominantes, par la bourgeoisie et par la social-démocratie, par les forces de gauche. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la montée en puissance d'une extrême droite sans des lois islamophobes et raciales qui s'empilent les unes après les autres. Sans, je parle des lois, mais en fait aussi de la structure de ce que c'est que la ségrégation, la surexploitation, les discriminations systémiques dans les quartiers populaires, l'écrasement de toute forme de révolte, de ce que c'est que la prison en tant que telle, et pas juste la surincarcération. La prison, qu'est-ce que c'est que la prison en termes d'écrasement de la dignité, de la vie humaine, etc. Et qui est-ce que ça touche? La prison aussi. La prison et la frontière, c'est deux machines qui sont là
à préparer, à normaliser, à banaliser, à presque automatiser la possibilité d'un fascisme pour les autres, mais c'est un fascisme, un néofascisme qui est déjà là. Qu'est-ce que fait l'armée française au Sahel? Qu'est-ce que font les forces françaises en Kanaki, en Guadeloupe, en Martinique, dans les 10 outre-mer? Encore une fois, dans ces espaces-là, on n'a pas de séparation réelle entre du policier et du militaire. D'ailleurs, en général, c'est la gendarmerie, une force militarisée, qui intervient avec des modalités de contre-insurrection, qui s'autorise à tuer dans des espaces où, de toute façon, les corps et les terres et les territoires ont déjà été abîmés, détruits, pas seulement abandonnés, mais en fait détruits. Là, je parle du chlordécone très clairement, mais en fait des conditions d'accès à une vie digne. Donc, ce fascisme-là qu'on voit pointer et d'où, des fois, on s'indigne de « Ah, il est là à la porte », mais il n'est pas là à la porte. Il est là dans la normalité de ce que c'est que l'ordre international du capitalisme globalisé. Il est déjà là dans le fonctionnement du capitalisme dans les périphéries. J'avance sur ça. Tout ça, c'est pour se dire que... en fait, voilà. Arrivons-en à qu'est-ce qu'on peut faire et à comment on peut s'organiser, parce que effectivement, moi non plus, je crois pas du tout ni dans des sauveurs, ni en vérité dans la possibilité d'un changement de nos conditions par l'État, même si je suis d'accord que je préfère avoir en face une gauche dite de rupture que des nazis. Évidemment, la question se pose pas là, mais ce que je vous raconte là, c'est de se dire que derrière tout ça, c'est pas juste une question de quel parti est au pouvoir, c'est des structures économiques, sociales, politiques. Et encore une fois, on peut se redire ça, j'essaie de raconter dans le bouquin, mais en fait, on peut se le dire assez rapidement. Allez chercher. Il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas racial et patriarcal. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas assis sur la situation coloniale, sur une différence en termes raciale, en termes d'exploitation, en termes d'accès au logement, à la santé, à la possibilité d'une vie digne, etc. Dis-moi, je suis trop long. Je vais juste interrompre une petite minute parce que Vincent, Mathilde et Inès ont une intervention, mais j'aimerais que tu termines avec nous et le public pourra poser des questions au reste des intervenants. Merci à vous trois. Moi je termine vite, c'est juste pour qu'on puisse lancer des pistes, pour qu'on puisse se parler de ces choses sérieuses. Donc je disais, moi je pense que l'État-nation, c'est quelque chose qui a été complètement articulé à ce capitalisme racial et patriarcal, et que tout ce désastre dans lequel on est n'aurait pas été possible, ce capitalisme n'aurait pas pu se globaliser et s'imposer au peuple du monde sans les industries militaires et sécuritaires. C'est toute cette histoire-là dont on se parle, et ça veut dire qu'il faut sortir de l'ensemble de ce système-là. Maintenant, je ne suis pas dans une position de purisme abstrait, disant il faudrait qu'on attende pareil une révolution qui tomberait un grand soir comme ça. La question, c'est évidemment celle de l'organisation, et une fois qu'on a dit ça, on a encore dit pas grand-chose. Et donc moi, je m'inscris dans quelque chose qu'on peut appeler le cheminement révolutionnaire. Cheminement, ça veut dire quoi? Ça veut justement dire qu'on ne va pas attendre ces grands soirs-là pour arracher tout ce qu'on peut. Et arracher tout ce qu'on peut, c'est aussi le fruit de ce qu'on a construit dans les luttes contre les violences d'État, où en fait, dans les quartiers populaires, dans la lutte avec les prisonnières et les prisonniers, avec les exilés, on ne peut pas dire « ouais, attendez, on va attendre la révolution pour empêcher que nos frères soient tués, incarcérés, frères et sœurs, etc., meurent en Méditerranée, etc. » Il faut qu'on arrache tout en chemin, c'est-à-dire si on arrive à désarmer la police, prenons-le. Si on arrive à dissoudre la BAC, toutes les unités spéciales, prenons. Si on arrive à empêcher la police d'avoir accès par tel décret loi, etc., si on arrive à la désarmer juridiquement et techniquement, vas-y, on prend. C'est comme toutes les conquis sociaux. En fait, en vérité, cette retraite et ces droits sociaux qu'on a, en vérité, c'est... Comment dire? C'est très très loin de ce qu'on voudrait. Enfin, moi, j'ai pas envie de passer une vie à travailler ni à l'usine ni au chantier. Je veux une société où on fait ce qu'on veut de nos vies. Et donc, en fait, c'est des... Pourquoi j'ai pas le terme là? C'est des miettes. Merci, j'allais dire des cacahuètes. C'est des miettes, ces trucs-là. On en arrive à se battre pour ces miettes-là et qui ont été arrachées par les combats de nos anciens et de nos anciennes. Mais tout ça pour dire que ces trucs-là, ils ont été pris
et c'était bien, et on en veut plus, et presque on veut la retraite à l'âge qu'on veut, on veut travailler comme on veut, etc. Pareil pour les conquis sociaux, on en veut beaucoup plus, et ces trucs-là, il va falloir les arracher. Quand je dis cheminement, donc c'est dans ce sens-là, prenons tout ce qui permet de sauver les vies des nôtres, d'arracher de la dignité, la possibilité de vivre mieux, etc. Mais la réalité, et ce que nous montre une historiographie critique, une sociologie critique, et ce que racontent les damnés de la Terre, les militants révolutionnaires depuis des décennies et des siècles, c'est qu'en vrai, si on n'y arrive pas comme ça, c'est parce qu'en face, on a des structures extraordinairement solides. C'est parce que justement, c'est pas un hasard si on nous laisse que des miettes. C'est parce que la structure de l'État-nation, du capitalisme, et le capitalisme comme pillage, comme rapport d'exploitation, de dépossession, etc., tout ça va avec des forces policières, avec des forces militaires qui font et qui nous dépossèdent aussi de la possibilité de se défendre. Et donc ça veut dire, organisons-nous pour arracher tout ce qu'on peut, qui améliore et protège des vies, mais sans jamais perdre de vue la nécessité absolue, si on veut que ça change et que ça change pour toutes et tous, c'est-à-dire pas juste pour nous ici, mais en fait pour le reste de l'humanité partout, et en fait on peut dire du vivant entre guillemets, même si ce concept il est un peu bizarre, mais en tout cas si on veut changer la situation pour toutes et tous, ça veut dire de construire un processus révolutionnaire. Et un processus révolutionnaire, encore une fois, c'est pas un truc abstrait. Ça veut dire des organisations, ça veut dire des mouvements, ça veut dire des collectifs, ça veut dire des groupes qui sont capables à la fois de se défendre, de défendre nos corps, de défendre nos communautés, de défendre nos quartiers, de défendre nos expériences, de défendre nos grèves, de défendre... Parce que quand on commence à prendre le pouvoir dans l'usine, dans le chantier, partout on se fait attaquer par la police. Quand on commence à occuper une place, quand on commence à occuper une forêt, je sais pas quoi, et à la tenir, à y faire d'autres formes de vie, on se fait attaquer par la police. Et en général, quand on devient très menaçant, ça a été dit, on finit par se faire attaquer par l'armée. Donc ça veut dire que c'est des trucs pas du tout abstraits. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des capacités de défendre nos corps, nos lieux de vie, nos communautés, nos quartiers, les espaces dans lesquels on s'organise. Et de l'autre côté, il nous faut des capacités de renverser ce système-là. Et tout ça, ça va avec justement des expériences de faire autrement. Et là, c'est pour ça que je parle un peu sur ce ton-là, et j'essaye d'aller vite, mais de dire il faut qu'on se parle concrètement de comment aussi on va renverser tout ça. Qu'on ne soit pas acculé à être tout le temps dans un truc défensif de ouais, nos retraites, bah ouais, on veut les défendre pour l'instant, mais on veut pas juste ça. Et ben non, il faut qu'on réfléchisse à comment on veut qu'elle fonctionne, cette société, débarrassée des violences sexistes et sexuelles, débarrassée des violences validistes, débarrassée de toute forme d'exploitation, débarrassée du travail comme souffrance, débarrassée des rapports de pouvoir et de domination. C'est pas un truc abstrait, on veut que ça fonctionne. Et donc comment on va faire ça? Avec quel type d'assemblée? Est-ce qu'il y aura des assemblées dans les maisons? Comment on va choisir qui vit ensemble? Est-ce qu'il y aura des assemblées dans chaque quartier? Est-ce que des fois on aura des chefs? Est-ce qu'on aura des mandatés? Ils seront révocables comment? Etc. Et s'il y a des communes, les communes elles vont se fédérer comment? Comment elles vont s'organiser? Comment elles vont s'entraider? Il faut qu'on se parle de ces trucs extraordinairement concrets et qu'on sorte des approches abstraites et puristes. Voilà, merci. Merci à tous d'être restés malgré la pluie. Et là, on va passer à des questions. Donc, si vous avez des questions, Louis va vous passer le micro. Allez, on n'est pas timide. Oui. Moi, j'ai une question parce que, du coup, Mathieu, tu as parlé de la défense, concrètement, mais comment, est-ce qu'on envisage aussi l'attaque? On sait que la police, c'est le symbole même du monopole de la violence d'État, mais comment est-ce qu'on peut aussi, très concrètement, ne pas réagir passivement? Par exemple, on l'a vu pendant le 10 septembre, je sais que là où j'étais, il y avait donc des blocages sur les passages piétons, on allait et venait, et en fait, on était tout à fait dans notre bon droit, et à un moment, la police vient vers nous, et on leur oppose ça, ils nous disent non, nous, on est la force, en fait, donc on vous empêche d'exercer votre droit. Et face à ça, on n'a pas l'habitude de... pourquoi est-ce qu'on réagit pas violemment? Et on peut être aussi intimidant, on est le nombre, on est la force, comment est-ce qu'on arrive à instiller ça et nous aussi être en mesure d'attaquer? Voilà. Après, je sais que c'est pas une question très concrète, mais voilà.
On répond d'abord et après on prend d'autres questions. Bonsoir, merci. Moi, c'était une question par rapport aux réseaux sociaux. Désolé, j'ai pas votre nom, Siam. Par rapport à la manière dont on pourrait utiliser les réseaux sociaux comme un outil d'organisation, quand bien même les algorithmes nous créent des bulles, quand bien même les propriétaires de ces réseaux sociaux sont issus de la sphère fasciste actuelle aux États-Unis, etc. Du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment compter sur les réseaux sociaux, d'autant plus que c'est aussi des outils qui servent sur les services de renseignement pourraient accéder à nos réseaux sociaux. Maintenant, on parle encore de, avant le cryptage des messages, qu'il y a un accès à ce qui se dit. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter sur ces outils pour s'organiser dans une lutte contre un pouvoir impérialiste? Merci. Une autre ou on passe aux réponses? Ouais, c'est déjà un chantier. En tout cas, la première. Bon, moi, je trouve que c'est super concret comme question. C'est juste que c'est pas à moi d'y répondre. On peut y répondre que collectivement. Aussi parce que, de ce point de vue-là, en vérité, c'est ceux qui mettent en jeu dans la rue leur corps, leur vie, qui sont seuls capables de juger du niveau, de l'intensité, des outils, des moyens. On peut pas en discuter en dehors de celles et ceux qui se mettent en danger. Par contre, on voit toutes les époques du mouvement ouvrier, des luttes anticolonialistes, des luttes antiracistes. Bien sûr, on pense au Black Panther aux États-Unis, au Young Lord, etc. Mais en fait, à tous les mouvements de libération anticolonialistes, évidemment à la Palestine. Il y a un art de la résistance et qui suppose d'être capable, encore une fois, de protéger nos corps, de protéger nos communautés et en même temps de passer à des contre-attaques. Ça, bon voilà, je leur dis, c'est même compliqué d'en discuter dans des situations comme ça parce que en vérité, une véritable discussion opérationnelle de ce point de vue-là, elle peut pas avoir lieu en public. Elle doit avoir lieu de manière technique, tactique, etc. Voilà. Par contre, on peut se donner des exemples. Bon là, j'ai cité des organisations révolutionnaires qui se sont donné les moyens de se protéger et d'essayer de défaire, de désarmer les appareils de répression. Sans doute, comme dans chaque situation, il faut réinventer des choses. Là, moi, je peux donner quelques pistes sur une des propositions fortes qu'il y a en ce moment, qui est la coalition Guerre à la guerre. Et où, du coup, la proposition, c'est une coalition entre des forces autonomes et révolutionnaires qui disent chacune de notre côté isolé, on n'a pas le rapport de force, mais on fait le pari, avec d'ailleurs des théories et des philosophies politiques qui ne sont pas les mêmes, de construire une stratégie et des tactiques communes. C'est-à-dire de désigner des terrains sur lesquels ce serait possible d'essayer de désarmer la machine de guerre. Et donc la coalition Guerre à la guerre elle définit la machine de guerre aussi comme un truc assez large, c'est-à-dire guerre, contrôle, surveillance, répression, prison, frontières. Et donc, par exemple, à l'intérieur, il y a aussi bien des forces antifascistes que des exilés, des comités sans-papiers, de la marche des solidarités, que des groupes féministes, que des groupes écologistes radicaux, que des anarchistes, des communistes, des marxistes, des autonomes, un mélange de tout ça et qui fait le pari de dire, bon, en fait, on n'est pas d'accord tout le temps sur plein de trucs, mais on va essayer d'aller ensemble contre la machine de guerre et avec deux ambitions. L'une qui est de fabriquer une contre-culture antimilitariste, des contre-discours, des contre-récits, et qui, par exemple, dans la mobilisation contre le Salon du Bourget, qui était un village pour une paix révolutionnaire, et quand on dit paix révolutionnaire, c'est aussi encore pour sortir des trucs, des pacifismes abstraits, c'est-à-dire d'assumer, en fait, de désarmer les guerres impérialistes, mais par contre d'assumer la nécessité pour les peuples opprimés, pour les résistances anticolonialistes, d'utiliser les armes qu'elle considère légitimes et pertinentes. Donc c'est pas abstraitement contre les armes, c'est désarmer les machines de guerre capitalistes et impérialistes. Donc ça d'un côté, et justement créer un rapport de force qui soit capable de désarmer cette machine de guerre. Pour le Bourget, la proposition c'était d'empêcher ce salon mondial de l'aéronautique militaire, donc où il y avait, avec l'argent public que soi-disant il n'y a plus pour l'éducation, pour la santé, pour le logement, tout ça. Cet argent public-là, il permettait à Paris d'accueillir tous les plus grands industriels mondiaux
qui font les bombardiers, les missiles, les drones, les satellites, tout ce qui massacre à Gaza et dans les guerres coloniales aujourd'hui, étaient présents tranquillement à Paris. Et donc c'était, l'idée c'était, on fait du rapport de force pour aller empêcher ce truc-là. On ne demande pas, on arrête de s'indigner en demandant gentiment, on fait un rapport de force pour aller empêcher ce truc-là de fonctionner. Ce qui s'est passé à 6h du matin, il y a encore eu un débarquement de BRI, BRI, RAID, etc. Et d'ailleurs une enquête pour association de malfaiteurs contre le mouvement, mais ça a démobilisé personne. Tu t'attaques à la machine de guerre du deuxième vendeur d'armes dans le monde, c'est sûr qu'il ne va pas se laisser faire. Voilà, bon, il y a ça qui est en cours, qui va donner des nouvelles cibles, des nouveaux terrains. C'est vraiment un truc, c'est une des propositions en termes d'autodéfense et de contre-attaque qui prend très au sérieux les questions anticolonialistes et anti-impérialistes dans la séquence actuelle. Non, je voulais dialoguer parce que, pour moi, ce que tu poses comme question, en réalité, c'est ce que des millions de personnes se posent. Moi, je dirais pas que c'est juste des questions tactiques, etc., sur la question de la répression, notamment comment on s'affronte direct. Mais je pense que c'est éminemment politique, en réalité, parce que la dominance, elle est pas, la domination, pardon, elle n'est pas que physique et matérielle. Bien sûr, elle est physique et matérielle, mais elle est surtout politique. Et Marx, il disait une phrase magnifique, il disait la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. Et on nous domine. Pour dominer les corps, il faut dominer d'abord les esprits. Par différentes manières. Je ne sais pas s'il y a des profs, par exemple, dans cette salle, mais par exemple, l'école est un magnifique outil de domination et d'exercice en réalité du pouvoir. C'est-à-dire qu'on apprend principalement aux enfants, certes à lire, compter, écrire, mais on leur apprend surtout à rester assis sur des chaises, à écouter, à se lever quand il y a la sonnerie, à se rasseoir, etc. etc. Et cela toute l'année, même jusqu'à 18 ans et plus. Oui, il y a plein de méthodologies. L'entreprise, c'est ça. Vous demandez l'autorisation, la pause à un contremaître. Mais on est 5000 dans l'entreprise. Pourquoi je dois demander à un contremaître, est-ce que j'ai le droit d'aller en pause? Si je veux, je peux aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et la répression, toi tu l'as évoqué en tant que manifestante, etc., et mobilisée. Vous prenez le cas d'Adama Traoré, le cas de Souheil, le cas de Naël, ils n'étaient même pas en train de manifester. Ils étaient en train de rien. Ils étaient en train de rien. Voilà. Ils étaient vivants et ils se sont retrouvés en rencontrant la police à être morts. Alors oui, Souheil, il aurait pu mettre une patate dans la gueule du flic. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Il serait mort. Ou en prison. Adama Traoré aurait pu mettre une patate aux flics, aux 3 gendarmes. Mais il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et que la question, elle ne se résout pas uniquement sur comment, pour moi, techniquement, tactiquement, etc. Alors oui, des fois, il faut, quand on est un peu minoritaire, user de malice et essayer de voir comment on peut faire leur échapper et échapper à la répression. Mais la réalité, c'est que, oui, c'est un fait. L'Assemblée nationale, elle pourrait être prise tous les 2 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi devant l'Assemblée nationale? Il y a quelques camions? Mais je ne sais pas, on est des millions en réalité. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on ne se dit pas, c'est parce que psychologiquement et politiquement, nous sommes dominés et qu'on nous a fait croire en réalité que tout ce qu'on peut faire et toutes les actions, vous voyez déjà même en une seule journée, on t'explique que tu es l'ultra-gauche, que tu es machin, vous avez vu l'instrumentalisation du café alors que c'est une bombe lacrymogène. Quotidiennement, en fait, on nous explique. Et moi, je pense que oui, il faut de l'organisation, je pense qu'il faut être organisé politiquement pour affronter aussi ce système-là. Et qu'il y a quelque chose que je disais tout à l'heure et qui vaut pour ce que tu dis. Je pense que nous ne sommes pas des bouffons, toutes et tous. C'est pas parce que tu as peur. C'est parce que je pense que dans ta tête et dans nos têtes, de manière générale, se fait un calcul de la balance très rapidement. On est très habitué en fait à voir est-ce que le coup est bon ou est-ce que le coup n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour tout, dans toute ta vie, tu te dirais, moi je sais pas, il y a un fossé là. Bon, je vais pas me jeter dans le fossé. Par contre, si je t'explique que tu as un grappin, que tu as machin, qu'en bas, en plus, il y a un gros matelas qui t'attend, il y a des secouristes, il y a machin, tu te dirais, bon, finalement, le gouffre, il n'est pas si inquiétant que ça. Et d'une certaine manière, pour imager le grappin, etc., c'est l'organisation, c'est comment on pense, comment on réfléchit, comment on s'affronte vis-à-vis de ces défis-là. Et c'est clair et net que tant que les gens, ils se disent, mais pourquoi moi je vais risquer la prison, pourquoi je vais risquer la mort, alors que je ne sais même pas en fait
quel est l'objectif final? Et cette question-là, elle est valable pour la répression, mais je t'assure qu'elle est valable pour énormément de choses, en particulier la grève. Les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas... Moi, je connais des frérots, par exemple. J'ai un exemple très concret. Des frères, je te jure, ils te balayent ta race pour te payer un restaurant. Mais des mecs d'une générosité incroyable. Et ces mêmes gars, quand il y a grève, je n'arrive pas à les mettre en grève. Alors que le gars, c'est pas un problème. Il a 80 €, il a 100 € à perdre dans la journée. Mais il n'a pas 100 € à perdre pour rien du tout. Il a 100 € pour t'inviter au restaurant, frérot. Toi, je t'aime, je t'adore. Je suis prêt à mettre 100 €, t'acheter un beau cadeau pour ton mariage, machin. Mais frérot, 100 balles pour ta grève de merde, là, 60 piges, je sais pas quoi, j'allume CNews, BFM, on m'explique que je suis pas français, que j'ai rien à faire là, que je dois me casser. Eh, moi, l'argent, je la mets de côté. Dès que je peux, je me barre au Maroc, je me barre en Algérie, je me cache, je vais faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi comme ça qu'on voit que notamment, là, je fais un parallèle, mais comment le racisme, il joue aussi pour diviser. Parce qu'à force de marteler aux gens qui ne sont pas français en fait, qu'ils n'ont pas machin, etc., pourquoi il va se battre? Pourquoi il va faire des sacrifices? Par contre, celui qui fait des sacrifices, c'est pas anodin que c'est souvent l'avant-garde du mouvement ouvrier, les secteurs protégés, la SNCF, les raffineurs. Parce que nous savons dans notre chair et dans notre compte en banque et dans notre fiche de paye, qu'est-ce que veulent dire les acquis sociaux et la protection de nos acquis sociaux? Donc c'est pas qu'on est des milliardaires, moi je suis cheminot, je gagne autour de 2100, 2200 en 3-8. C'est pas que je suis plus riche que n'importe qui, c'est simplement que moi je sais que le fruit du combat, que tout ce que j'ai dans ma fiche de paye, ça a été obtenu et qu'il est hors de question que je le lâche. Et oui, parfois ça coûte hyper cher. Mais ailleurs, les gens ils se disent, moi je vois même pas l'utilité de faire ça, je vois pas, ça m'intéresse pas, etc. Mais c'est comme tout. Et le problème c'est que les gens ils regardent, est-ce que c'est intéressant ce qui y est fait? Et moi je pense que pour affronter la répression et la dépasser, il faut commencer à donner un intérêt politique à se mobiliser. Ça, c'est le défi central, c'est de savoir comment des millions de gens qui sont autour de nous, qui sont en colère, les 94% d'actifs contre la réforme des retraites, les 85% contre Bayrou, etc. Comment ces gens-là, on leur dit, Karim, Sophie, François, etc., arrêtez de rester chez vous, venez, on se mobilise, et je vous assure que si on fait corps ensemble et qu'on commence à réfléchir tactiquement, politiquement, stratégiquement, on est capable de les affronter et de les fumer, et il n'y aura aucun policier qui va nous arrêter, parce que même les policiers, à un moment donné, eux aussi, ils vont se cacher, parce qu'ils vont se dire, ça y est, l'État est en train de s'écrouler, nous, on ne peut plus être le garant de ce truc-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et pour moi, finalement, la question que tu as posée sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même. Parce que je suis d'avis qu'il faut considérer l'espace digital comme un espace public. En fait, c'est exactement la même chose. C'est un espace public qui est numérique, avec du coup les mêmes, la police qui surveille, des forces répressives, des forces d'extrême droite, des forces contestataires, etc., etc. Et en fait, ça pose finalement les mêmes risques, les mêmes enjeux, etc. Donc il y a des éléments de réponse qui ont été donnés où en fait seraient exactement les mêmes. C'est-à-dire que oui, il y a la question des algorithmes, oui, il y a la question de la surveillance, oui, il y a la question des réseaux sociaux qui sont détenus par des milliardaires et qui sont utilisés à des fins de contrôle, de surveillance, de répression, etc. Mais au sein de ces réseaux sociaux, comme dans la rue, comme dans d'autres espaces, en fait, ça reste des champs de lutte et ça reste des espaces dans lesquels il y a des possibles. Il y a des possibilités de s'organiser, il y a des possibilités de faire entendre d'autres voix, etc., etc. Donc il y a vraiment, vraiment des possibles. Mais par contre, ça nécessite de la constance, de la créativité, comme dans la rue, en fait, c'est-à-dire de réinventer des formes de mobilisation, d'organisation, d'essayer de penser en fait en termes de stratégie, de tactique, etc. et tout. Donc de la créativité. Je le disais, de la stratégie aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et comment on pense l'usage des réseaux sociaux de manière collective. De manière qui ne soit pas seulement juste moi en tant que X, Y, Z, je vais utiliser en fait les réseaux sociaux, mais plutôt inscrire cet usage-là dans un cadre collectif, dans quelque chose qui puisse servir une organisation avec des mots d'ordre, avec des objectifs précis, avec des stratégies précises. Ça, je trouve que c'est ce qui nous manque et ce qui serait d'une grande utilité. Et le dernier point, c'est, comme d'hab en fait, parce que c'est un espace public, de la même manière que quand on va dans la rue, on doit se protéger, en fait, se préparer, voilà, en termes de stratégie, mais en termes de protection, et ben c'est valable sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, je sais plus qui disait tout à l'heure, qui posait la guerre, moi je considère qu'ils nous font la guerre, donc concrètement
actuellement on est en guerre et donc que ça nécessite une discipline militaire, une discipline très claire. C'est valable sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que tout le monde, tous ceux qui veulent porter une voix militante et participer de cet effort-là, on doit aussi comprendre ce que sont les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, à quels effets, comment on se protège, la question de la sécurité digitale, la question de la sécurité numérique, sur quel réseau on va en fait pour des échanges qui soient à peu près sécurisés, quelles règles on met en tant qu'individu et collectif, qu'est-ce qu'on peut dire en fait en sachant, en étant conscient, en fait, en ayant une prise de risque calculée. Voilà, on sait très bien que tu peux dire exactement la même chose, mais d'une manière un peu différente pour éviter que la police vienne taper à ta porte à 6h du matin. Mais on peut aussi se dire que ça peut être intéressant stratégiquement que la police, elle vienne te chercher à 6h du matin, mais parce que ça s'inscrit dans une stratégie qui a été pensée collectivement. Donc c'est ça, en fait. C'est-à-dire que créativité, stratégie, vraiment stratégie collective en fait de pourquoi on fait ça, dans quoi on s'inscrit, etc. et tout, discipline et prise de risque calculée, c'est-à-dire de protection juridique, solidarité, etc. et tout. Et c'est pour ça, là on l'a vu sur le 10 septembre, sur le 10 septembre typiquement, ça a été... c'est allé beaucoup plus loin et il y a eu beaucoup plus de monde que ce qui était escompté. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens se sont retrouvés dans les AG, dans les piquets, sur les ronds-points, etc., un peu comme sur les gilets jaunes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont rejoint cette mobilisation depuis les réseaux sociaux, en s'organisant sur des Discord, des fils Telegram, en voyant l'info passer sur telle chaîne YouTube, tel live TikTok, etc., etc. Et donc la question, c'est comment tu relis tout ça et comment tu transformes ça en action collective en veillant à ce que tout le monde soit protégé. Et donc pour le 10 septembre, par exemple, ça a été le rôle des Legal Team, de tous ceux en fait qui ont préparé, pensé la répression et qui se sont mis à disposition en fait pour accompagner les personnes qui ont été réprimées. Mais donc, il y a aussi cette question de la solidarité et d'un effort collectif de A à Z. Et le dernier point, moi je suis assez d'accord avec les frères, mais je pense que dans le camp militant, il faut aussi poser la question du risque. Il faut aussi poser la question, il faut qu'on ait une discussion vraiment politique et militante sur le risque. Je le dis parce que je fais un petit pas de côté sur la question palestinienne. On entend beaucoup, moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup tous les jours en lien avec différentes activités militantes, c'est des gens qui se disent « Ok, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie d'aller faire ça, mais qu'est-ce que je risque ? J'ai envie de faire ça ou j'ai pensé à rejoindre ça, mais c'est quoi le risque ?» Et en fait, moi, il y a juste un moment donné où on se dit « Ok, on comprend ». C'est-à-dire, tu comprends évidemment parce qu'on sait très très bien ce qu'est la répression, tu comprends qu'il y a cette inquiétude-là. Et en même temps, à un moment donné, il faut regarder les choses en face et se dire en fait, si par exemple tu te mobilises sur un génocide, là on est en train de se mobiliser sur la question palestinienne, on n'est pas, c'est pas des mots de, c'est pas des slogans, c'est pas des mots d'ordre abstraits, on est en train de se mobiliser sur un génocide. Ça veut dire qu'on a pris la question pour ce qu'elle est. Il y a un peuple qui, depuis des décennies maintenant, est en train d'être exterminé, colonisé, dépossédé, etc., et tout ce qu'on veut, et qui est en train de vivre là des violences coloniales et génocidaires qui sont... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est en train de subir. Être à la hauteur d'un génocide, du point de vue de là où on est, c'est-à-dire de la lutte contre le génocide, enfin de la mobilisation contre le génocide, du point de vue de là où on est, nous, vivant dans un État... dans une partie du monde en fait qui est complice, c'est-à-dire qui va armer financièrement, idéologiquement, politiquement, médiatiquement le génocide en cours, à un moment donné, il faut qu'on se regarde et qu'on se dise si on est conséquent dans ce qu'on dit, si on croit vraiment en ce qu'on dit et en ce qu'on dénonce, frérot, oui, on va prendre des risques. Oui, on va prendre des risques et tu vas subir telle ou telle procédure et il va se passer ça, etc. et tout. Mais en fait... on n'en payera pas tous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde, en gros, sur des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées. Finalement, il n'y en a pas tant que ça qui font des gardes à vue, qui ont des informations judiciaires ou qui sont perquisitionnées. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a beaucoup. Et à un moment donné, on prend le risque, en fait. On prend le risque, on l'assume, on se prépare, on crée des solidarités, on se forme, on s'organise, on pense stratégie, etc. et tout. Mais il faut se salir les mains. Et à un moment donné, il faut que certains... acceptent en fait de prendre ces risques-là en ayant toujours, vous voyez ce que je veux dire, enfin vraiment le truc collectif derrière. Sinon, c'est que quelque part en fait on n'est pas conséquent sur ce qu'on dit. Comme il dirait l'autre, il a dit, je vais le dire en anglais, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires, c'est Malcolm X. Donc en fait, si on veut défaire ce pouvoir-là,
Si on veut défaire ce qu'il y a en face, c'est par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires. Merci beaucoup, Siam. On va clôturer en vous disant à tous merci d'avoir été présents chez nous. C'est un petit stand. C'est notre première année ici. Stop aux violences d'État est né à la suite du décès de mon neveu, donc Souheil El-Khelfaoui, qui a été abattu par la police en août 2021, avec mon frère Issam. On a commencé à militer comme tout le monde, c'est-à-dire on a commencé avec des marches blanches, une marche blanche, 2 marches blanches. Ces marches interviennent toujours des jours où le décès a eu lieu. Donc au bout d'un moment, fêter ces jours-là, ça nous semblait pas suffisant. Et donc on a décidé de militer d'une autre manière. On a décidé de militer avec ce qu'on est. Et donc Stop aux violences d'État est une association qui milite contre les violences d'État, avec une partie créative et artistique pour sensibiliser ceux qui pensent que ça ne les concerne pas. Pourtant, des balles comme des balles qui sont considérées comme des dommages collatéraux, ça a été le cas de Rayana qui était passagère, ça peut arriver à un Benoît, un François ou peu importe. Peut-être que ce jour-là, les gens prendront plus conscience, mais en tout cas, on a décidé de militer d'une manière créative, mais d'une manière aussi concernée, d'une manière aussi technique. Et donc ce qui me fait du bien dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que militer c'est bien, prendre du temps dans sa vie pour aller en manif avec un t-shirt super cool que d'ailleurs on vend à 20 €, ils sont magnifiques, allez en acheter s'il vous plaît. Au-delà de ça, il faut aller militer pour un objectif politique, un objectif qui se construit collectivement. Et honnêtement, je suis extrêmement fière. Toutes les personnes qui sont sur cette table aujourd'hui sont des personnes qui, depuis le décès de mon neveu jusqu'aujourd'hui, à leur manière individuellement, ont su nous accompagner, ont su être là quand il fallait. Et quand je les entends parler, je me dis qu'en fait, on a tous les ingrédients. On a tout pour y arriver. Il suffit juste de se parler. Il suffit juste de travailler nos stratégies collectives. Et on va y arriver. Donc merci aux intervenants et merci à vous tous. On a encore 2 tables rondes. Donc on va vous en parler. Donc il y a une table ronde demain à 13h qui est face à la négrophobie. C'est sur l'affaire de Michel Zecler. Donc vous savez, c'est le producteur de musique qui avait été contrôlé devant chez lui. Il y a eu une procédure judiciaire et a été écartée la question de la négrophobie. Et donc on va la traiter demain avec des super intervenants. Il y aura Norma Dajari, il y aura Histoire Crépue, il y aura la fille de Frantz Fanon. Il y aura énormément de monde. Donc je vous invite à venir. C'est à 13h, de 13h à 15h. Ensuite, il y a des ateliers dans l'après-midi. Et à 17h, on clôture dans la joie avec Jamil Leschlag, avec Médine qui vient nous apporter son soutien, avec Louisa Yousfi. Ils vont expliquer comment, à leur manière, dans leur travail artistique, eux aussi, ils militent parce que ce sont des alliés des luttes. Donc j'espère que vous serez nombreux. C'est à 17h. Merci.